Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, son pseudo, c'est Trog. Il était au 54e régiment de transmission. C'est un militaire qui était dans le renseignement militaire, qui a fait plusieurs missions en Afghanistan. Il va nous raconter tout ça. Il a même arrêté un jour un taliban avec une lettre de Ben Laden dans la poche. Il va nous expliquer tout ça. Il va nous raconter toutes ces anecdotes d'entraînement, toutes ces anecdotes de mission aussi. En tout cas, avant que l'émission commence, vous pouvez vous abonner en 2 minutes. Merci 1000 fois d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque mois sur Légende. Merci beaucoup. Il suffit juste de cliquer sur s'abonner. Vous pouvez mettre un commentaire pour commenter l'émission, vous pouvez la liker, ça nous aide vraiment sur le référencement. Et pareil pour la petite cloche, comme ça vous avez une notification quand on sort une nouvelle vidéo, tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. 3 interviews par semaine, et là c'est parti pour celle de Trog. Salut, c'est Trog. Je vais vous raconter mes 17 ans d'armée dans le renseignement et aussi la capture d'un taliban qui avait une lettre de Ben Laden. Eh ben voilà, super, merci beaucoup, bienvenue. Merci. Trog, c'est ton pseudo, je peux t'appeler par ton prénom ou pas du tout? Je préfère le pseudo si c'est possible. Il n'y a pas de problème, on respecte, pas de souci. Merci de venir jusqu'à nous. Merci, merci. T'habites à Toulouse? Ouais, Toulousain. Et il y a marqué Stade Toulousain sur le pantalon, sur le t-shirt, donc il n'y a pas trop de doute sur le sujet. Il y a une phrase que je dis, j'ai pas choisi d'être Toulousain, j'ai juste eu beaucoup de chance. C'est tout. T'es ancien militaire pour vous présenter Trog dans le 54e régiment de transmission. Donc en fait, en gros, c'est renseignements, tu vas capter, tu vas nous expliquer ça, c'est super intéressant. T'as fait le Kosovo, t'as fait l'Afghan 3 fois, l'Afghanistan. T'as capturé un taliban qui avait sur lui des lettres d'Oussama Ben Laden, on va en parler après. Ta femme est militaire dans le même régiment. Tu quittes en 2018 après 17 ans de bons et loyaux services. 17 ans d'armée quand même, t'as eu le temps de voir un petit peu ce qui s'y passait, le temps de partir 3 fois en Afghanistan, tu as eu le temps de prendre du recul, même sur les missions, oui, sur ce que tu as fait. Excuse-moi, j'ai fait une aparté. Si vous nous écoutez en podcast, je vous embrasse fort aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est numéro 1 des podcasts aujourd'hui, donc merci 1000 fois. Vous écoutez en podcast audio Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. On est dispo si vous nous écoutez en voiture ou ailleurs. Merci 1000 fois. Tu vas nous raconter tout ça, mais juste avant, pour comprendre, t'envisageais au départ de rejoindre les parachutistes. Donc rien à voir, et c'est un événement tragique, tu vas nous expliquer ça dans 2 minutes, mais qui t'a convaincu de t'engager, parce que tu étais parti en IUT génie électrique, donc un peu rien à voir au départ. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi l'événement qui t'est arrivé dans ta jeunesse qui t'a fait t'enrôler? En fait, j'étais parti dans l'électronique parce que j'étais trop nul en anglais, du coup j'ai pas pu faire une filière générale. Et donc je passe mon BEP électronique, bac STI électronique et UT GE2I. Et quand je suis là-dedans, j'avais pas de famille du tout militaire, et du coup, je pensais qu'il fallait bac+2 pour rentrer en tant que sous-officier dans l'armée. Et j'ai toujours aimé l'adrénaline, et ce qui me tentait, c'est d'aller dans les paras. Et en fin de compte, pendant que je suis à mon IUT, à un moment, il y a un samedi où moi, j'ai des devoirs à rendre, du coup, je peux pas sortir le vendredi soir. Et ce vendredi soir-là, j'ai des copains du rugby qui rentre d'un bar. Je vous décris juste, je viens de voir, tu as le tatouage du Stade Toulousain sur le bras aussi, c'est-à-dire que c'est pas que sur le t-shirt et sur le pantalon, c'est aussi sur le bras droit. Voilà. Donc, toi, t'es fan de rugby? En fait, ouais, sur le tatouage, j'ai fait les tatouages que après l'armée. Voilà, je voulais pas être reconnaissable et par rapport à différentes raisons. Et en fin de compte, quand j'ai fait mes tatouages, je voulais faire pas le Stade Toulousain de base, je trouvais ça faisait un peu abusé, mais je voulais faire un tatouage par rapport à Toulouse et par rapport au rugby. Et en fin de compte, par rapport à Toulouse et par rapport au rugby, il n'y avait pas 10 000 possibilités. Et vu que oui, j'adore le Stade Toulousain, du coup, j'ai fait le logo du Stade Toulousain, ainsi qu'un requin par rapport à ce que j'adore, parce que c'est les requins, c'est vraiment mon animal. Je suis passionné, je suis moniteur de plongée. Il y a aussi une phrase qu'on pourra peut-être en parler plus tard. Et après, de l'autre côté, c'est le côté cœur avec mes 3 enfants. Et le taureau par rapport à mon signe du zodiaque aussi. D'accord, magnifique. Ouais. Bon, alors excuse-moi, je t'ai coupé parce que je pense que c'est nécessaire même pour vous qui nous regardez et tout de savoir à quel point tu es vraiment ancré dans le Stade Toulousain. Et donc, excuse-moi, tu étais le vendredi soir. Donc c'était le vendredi soir. Moi, je faisais mes révisions vu que le samedi, j'allais avoir mes devoirs. Et en fin de compte, les copains rentrent d'un bar de Toulouse. Et le copain, c'est Tony Larivière. C'était un copain de rugby. Et en fait, il fait l'équilibre sur le Pont-Neuf. Donc, c'est des jeux cons quand on rentre du rugby, qu'on est alcoolisé, qu'on peut faire. Et moi-même, ça m'arrivait de le faire non alcoolisé. Je fais quelques bêtises des fois, comme ça, parce que j'adore l'adrénaline. Et lui, quand il le fait, il fait l'équilibre sur le Pont-Neuf. Tu veux dire, il est monté sur la rambarde? Il est monté sur la rambarde du Pont-Neuf, donc il tient l'équilibre.
Et très haut, le Pont Neuf, pour ceux qui ne sont pas de Toulouse. C'est pas super haut, mais dessous, il y a l'eau. Donc, tu te dis que, au pire, si tu tombes dans l'eau. Voilà, c'est ce que tu peux te dire. Et même, tu ne penses pas que tu vas tomber. Il y en a plein qui l'ont fait. Et malheureusement, là, ce qui se passe, c'est que quand lui, il fait l'équilibre, comme moi, j'aurais pu le faire. C'est quasiment sûr que si j'étais sorti avec eux, je l'aurais fait. C'est sûr et certain. Parce que je l'avais déjà fait avant. Ouais. Ah, c'est ça. Et le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, il a trébuché. Et en tombant, plutôt que de tomber dans l'eau, il a tapé le pied du pont. Ah, donc, le pied du Pont Neuf. Ah, ouais. Voilà. Donc là, il est tombé. Il est mort sur le coup, on l'a su après. Mais du coup, tous les copains et son frère, ils ont sauté dans l'eau. Oh. Et ils ont essayé de le retrouver. Donc, ils n'ont pas réussi. C'est les plongeurs après. Et donc, moi, je l'ai appris le matin même. Et donc là, mon devoir, c'était compliqué. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Moi, j'attendais le bac+2 pour rentrer à Saint-Mexan, donc pour rentrer en sous-officier. Saint-Mexan, c'est l'école. C'est l'école des sous-officiers. Et en même temps, j'avais un collègue de l'UIT qui, lui, avait passé les tests pour rentrer à l'armée. Et du coup, c'est là, comme ça, que j'ai appris que je pouvais rentrer juste avec le bac. Et j'ai passé les tests et après, j'ai été pris. Et ton frère, qui a 7 ans de plus que toi, il était militaire, mais il n'est pas resté. Oui, et donc moi j'ai été à l'époque où pile poil on pouvait ne plus être militaire pour le service. Mon frère a fait le service militaire. Okay. Il était à Lorient. Et en fin de compte, ce qui se passait, dans la famille, on est assez sanguin. Sauf que moi, j'arrive à parler. Quand ça se passe pas bien, j'arrive à parler. Mon frère, ça parle pas. et du coup, en fait, lui, il était militaire du rang et il y avait un sergent. Ils ont décidé d'enlever le graton. Donc ça veut dire enlever le grade. Comme ça, au moins, ils se règlent entre eux. Sauf qu'il lui a fait triple fracture du nez. Mais non. Si. Ah putain. Comme j'ai dit, voilà. Et on n'est pas très fin des fois. Et du coup, après, l'armée l'a remercié de quitter. Voilà. En 2001, tu rejoins, donc, tu rejoins Saint-Mexan, comme tu disais, spécialité guerre électronique. Oui. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est dans la guerre électronique, c'est dans le renseignement. Ouais. Et moi, c'est plus spécial dans DASEM, détection et analyse des signaux électromagnétiques. Donc, en fait, c'est dans tout ce qui est communication. Ah, tu vas capter les communications? Voilà. Il y a des communications, et dans ces communications, ça va d'un émetteur à un récepteur. Et le but, c'est d'intercepter ce signal-là et sortir de l'information. Okay. Et moi, en étant DASEM, ça va être sortir des informations qui vont être codées avec du binaire, avec des transmissions de données, et pouvoir sortir de l'information de là. Putain, tu vas décoder des transmissions? Ah ouais, solide. Ça va être le travail. D'accord. Putain, fort. Et donc, guerre électronique, t'apprends ça comment? C'est à Saint-Mexan aussi? Alors, moi, justement, j'avais un bagage d'électronique, donc avec le BEP et bac ST électronique. Donc, quand je suis rentré, je suis allé voir un CIRFA. Et le CIRFA, lui, m'avait vendu des photos et des vidéos du 13e RDP. Donc, moi qui voulais l'action, c'était le top. C'est quoi 13e RDP? 13e RDP, donc c'est un régiment des forces spéciales qui est dans le renseignement humain et qui font beaucoup de choses différentes. Et ils sont dans des caches et ils font du renseignement, ils sont parachutistes. Voilà, et donc moi, on m'avait vendu un peu ça, donc ça m'a un peu étonné après quand j'ai vu le reste. Mais maintenant, après coup, je ne regrette pas du tout ce que j'ai pu vivre. Mais il y avait vraiment toute cette partie-là. En 2002, tu intègres le 54e régiment de transmission. Tu pars en une première OPEX, une opération extérieure, donc une mission au Kosovo. Oui. Première mission en 2004, cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Que du renseignement, du combat aussi? Ou toi, tu n'es jamais au combat? Alors, moi, sur d'autres opérations qu'on va parler peut-être tout à l'heure, j'ai été des fois au combat. Mais sur cette opération-là, là, spécialement au Kosovo, donc, je suis sur un site isolé. Donc, c'est un site particulier. Et je suis dedans. Et je sors des fois du site pour aller faire des petites missions, mais à 90%, je suis sur le site isolé. Qu'est-ce qui se passe du coup au Kosovo? Qu'est-ce que tu peux raconter? Qu'est-ce que tu as le droit de raconter? Alors, sans que ça mette en péril. Ouais. Donc, je suis au Kosovo sur un site particulier isolé. On est à peu près 20 sur ce site-là. Il est du côté serbe. Mais en fait, c'est une montagne et il y a une partie où il y a des Albanais. Donc là, même une chose qui nous est arrivée, c'est qu'à un moment, ça s'est chauffé entre les Serbes et les Albanais. Et donc les Serbes sont venus chasser les Albanais sont venus
jusqu'à notre entrée de camp. Et nous, pour être essayer qu'on les défende. Sauf que nous, en plus, on ne pouvait pas les faire rentrer par rapport au matériel sensible qu'on avait. Donc, on a dû essayer de faire de la médiation, ce qu'on a réussi, juste devant notre portail entre les Serbes et les Albanais. Qui étaient armés ? Oui, certains étaient armés. Et là, est-ce que tu as peur ? Première mission, tu te retrouves là-dedans, tu te dis waouh, c'est chaud quand même ? Alors, on se dit comme quoi c'est chaud, parce qu'au Kosovo, il y a eu des périodes plus chaudes et d'autres plus calmes ou quoi. Et là, du coup, c'était très tendu. Après, sur l'action, moi, je ne pense pas à ça, parce que moi, j'étais en train de travailler et sur d'autres parties. Et du coup, je suis concentré sur mon boulot. Plus il y a... En fait, dans la guerre électronique et dans le renseignement, très souvent, à 90%, on travaille tout le temps. H24, 7 jours sur 7. Là, tu vas nous raconter, tu as fait des 9-10 jours d'affilée. Oui. À dormir sur un bout de moquette et puis renchaîner et puis refaire. Pas bout de moquette, c'était sur des cailloux par terre, sous un véhicule et tout. Mais oui, de toute façon, après... Je sais pas comment t'as tenu, tu vas nous raconter. Il y a vraiment plein de choses comme ça et c'est vraiment ça. Nous, on doit bosser tout le temps. Quand on se déplace, on doit travailler. Quand on est en statique, on doit travailler parce qu'on fait de la veille. Des fois, on va chercher du renseignement. Quand tu sors, tu dis de la base et tu vas face à des mecs armés, t'es armé quand même, toi, oui. Ah oui, même toujours. si t'es en renseignement, pour comprendre un peu le... Toujours armé. Quand on était au Kosovo, on était en simple dotation, qu'on appelle. Donc, on avait juste le FAMAS. Ouais. Et par contre, tous les Afghanistan, j'étais en double dotation. Armes courtes, armes longues. Voilà. Là, tu vas négocier avec eux, etc. Donc, tu dis que tu n'as pas peur. Même première mission, tu n'as pas peur d'aller au contact des gens. C'était à la base. Ouais, sur celui-là, ce n'est pas moi qui vais au contact. Moi, je suis de mon côté de renseignement pour justement avoir le plus d'informations, savoir à quel point ça chauffe, pour pouvoir faire remonter au-dessus, d'essayer, on essaye, grâce au renseignement, c'est un renseignement un peu d'alerte, essayer de savoir ce qui va se passer pour anticiper, pour faire remonter à nos chefs qu'on puisse prévoir... ouais, si jamais tu vois qu'il y a des mecs qui veulent vraiment les tuer... Oui, le savoir, des fois ça va être 10 secondes d'avance, des fois ça va être 10 minutes, des fois ça va être quelques jours. Voilà. Tu peux écouter, sans donner trop de détails, mais tu as du matériel qui permet d'écouter, par exemple, les téléphones portables. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le monde, tout est possible. Dans le monde, tout est possible. La seule question qu'il y a, c'est l'argent et le temps. Donc, n'importe quoi, même tout ce qui va être chiffrable, tout ce qui... Oui, toutes les portes s'ouvrent. Tout peut s'ouvrir. C'est une question de temps et d'argent. Et en plus de ça, donc nous, c'est avec des moyens de communication et tout, mais en fait, il y a tout ce qui est renseignement qui peut être aussi humain, parce qu'il y a énormément de renseignements où des fois la faille, ça va être une faille humaine aussi. Ah oui, d'accord. T'as un moment sympa quand même que tu arrives à vivre là-bas. Il y a des moments de camaraderie. Je sais pas, quel est le moment qui t'a le plus marqué, un moment sympa au Kosovo? Alors il y a un petit moment sympa en fait où des moments où ça allait entre les Serbes et les Albanais. Et en fait sur notre montagne, il y a des moments où ça va mieux que d'autres, c'est ça en gros. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et à un moment, on se fait des foot. Donc nous, des Albanais, des Serbes, sur un même terrain, sauf que le terrain là-bas, il est comme ça. Alors, pardon, le doigt, il est un peu... j'ai fait une fracture, je sors. Voilà. Mais le doigt, le terrain... Et là, il est en train de faire une pente avec ça. Il est en pente complètement. Ouais, il est en pente carrément. Faut pas être en bas, donc du coup, tu mets le ballon... Si tu le laisses comme ça, il descend tout seul. Donc c'est vraiment hallucinant. Mais le but, là, c'est vraiment de s'amuser, de jouer. Et Serbes, Albanais, nous-mêmes, dans la détente, en fait. Et tu sors un peu de ta partie opération. Alors, et ils jouent entre eux, parfois contre eux. On joue entre nous, tous, avec un peu mélangé. Ça ressemble à quoi vos entraînements là-bas? Vous vous entraînez? Alors, il y a des entraînements physiques? Il y a des entraînements qu'on fait, mais les entraînements qu'on fait, c'est plus avant la mission, en fait. Ah oui, avant la mission, on fait pas mal d'entraînements. Ça reste physique, même parce que la transmission, vous devez porter du matos, j'imagine? Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est pareil, nous, on est un régiment 54e régiment de transmission, mais en fin de compte, on ne fait pas de transmission. Ce qu'on fait, c'est du renseignement et de la guerre électronique. Ah oui, d'accord. Le régiment a le nom de transmission parce qu'il y avait une grosse période secrète. Voilà. Comme l'insigne qu'on a sur notre béret, moi, j'ai toujours eu le même insigne, qui est un insigne des transmissions. Depuis quelques années, depuis 4-5 ans, ça a changé. On a un insigne de guerre électronique. Parce qu'en fait, avant, tout était secret. Moi, justement, comme j'ai dit, quand je suis rentré dans l'armée, il m'a fallu plus d'1 an après être rentré dans l'armée pour que je sache ce que j'allais faire. Quand je disais à un endroit,
Est-ce que tu connais la guerre électronique? Est-ce que tu connais Dazem? Des militaires, certains, ils avaient plus de 10 ans d'armée, ils n'avaient jamais entendu parler. C'était tellement secret, personne n'entendait parler ou quoi que ce soit. C'est vraiment très particulier. Et d'ailleurs, en parlant d'entraînement, est-ce qu'il t'est arrivé, tu vois, un truc un peu notable, un truc un peu marrant? Par rapport à l'entraînement, ouais, on s'entraîne en fait en France. Et il y avait une fois où on était en Alsace. Moi, j'étais en entraînement avec mes mecs. Et le but, c'est que on s'entraîne, on s'enterre, on se cache. Vous enterrez? Ouais. C'est-à-dire? Ben, en fait, on se cache. Le but, c'est... Comme un sniper, tu veux dire? Un peu dans le même style. Avec des feuilles sur ton casque? Oui, le but, c'est qu'on ne nous trouve pas et qu'on ne nous voit pas, qu'on soit enterré et qu'on puisse rester plusieurs heures dans cet endroit-là, de telle façon que si certains passent devant, ils ne nous voient pas. Même très proche, tu veux dire? Ah oui, à proximité directe. Voilà. Génial. Ça doit être drôle à faire. Ben, moi, c'était un peu, quand je voulais aller au 13e RDP, c'était ce que je voulais faire, en fait. Le camouflage, c'est vraiment ça. Voilà, ça. Moi, je kiffe ça. Certains détestent, moi, je kiffe ça. Tu restes dans la même, plusieurs heures au même endroit. Sauf que nous, dans cette cache-là, on fait de la guerre électronique. Donc, on va faire... On va être proche de l'ennemi. Et en fait, on va faire nos écoutes pour capter, pour être au plus proche. Parce que suivant on va dire la zone de fréquence de ce qu'on veut chercher, suivant le matériel qui est utilisé, il y a certains matériels, il faut être à 5 km de la cible, des fois il faut être à 1 km, des fois tu peux être à 100 km. Ça dépend de quel matériel tu utilises, et suivant le matériel, il te faut être plus ou moins proche. Et nous, certains, il faut être au contact direct. Et c'est-à-dire, par exemple, est-ce que ça existe des micros, tu sais, dans les magasins de jouets, vous avez tous été enfants, vous avez tous vu ce truc, c'est une espèce de pistolet avec une parabole et t'écoutes avec un casque, vous n'avez jamais vu ce truc-là, tu sais, pour écouter loin? Donc, ça existe, ce genre de micro à distance? Ça c'est un gadget de base qui existe. Il y a des choses qui existent comme ça, que nous, on ne va pas utiliser, nous, en guerre électronique, parce que là, en fait, tu vas choper une onde, donc ça va être plus dans le renseignement humain qui va être fait comme ça. Ah oui, d'accord. Par contre, nous, on a quelque chose qui est similaire, et il y a eu une diversité là-dessus. Par exemple, mon régiment, 54e régiment de transmission, il a fait une vidéo YouTube avec un YouTuber, avec Pierre Cross, et où il montre justement le matériel qui est utilisé. Donc ça aurait jamais pu être fait avant, parce qu'on parlait rien, et tu vois, justement, comme tu dis, un pistolet. Et en fait, pour capter l'onde, pour voir de quel côté ça parle, et il va dans cet angle-là. Oh là là. Et qu'est-ce qui t'arrive alors le jour de l'entraînement? Ouais. Et bien là, cet entraînement, là, nous, on s'est installé de jour, et après, il y a la nuit qui est arrivée. Donc nous, on est dans notre trou, on fait nos écoutes, et au bout d'un moment, j'entends du bruit arriver. Donc il y a de notre régiment, il n'y a pas que nous qui nous entraînons, mais il y a des choses qui ont totalement rien à voir. Puis au bout d'un moment, j'entends du bruit. Bon, on se tait tous parce qu'on sait qu'il y a du monde qui se rapproche. Ah mais même si vous êtes en entraînement, vous ne parlez pas, vous jouez le jeu. Eh ben oui, le but c'est là, même si soit c'est des ennemis de chez nous par rapport à notre exercice, soit c'est quelqu'un d'ailleurs. Mais si c'est quelqu'un d'ailleurs qui nous trouve, ben nous on est. Ça veut dire que vous êtes mal caché. C'est qu'on n'est pas bon, et après les autres peuvent trouver et tout. Donc nous, le but, on fait pas de bruit. J'ai mon binôme qui écoute, et là, quand j'entends le bruit, j'entends se rapprocher et tout. Bon, je comprends assez rapidement que c'est du monde qui est en train de faire une marche. Donc, voilà. Et au bout d'un moment, j'entends le bruit d'une femme dedans. Et rapidement, je reconnais le bruit de la femme. Et en fin de compte, le hasard total. Le hasard total, c'est en fait ce qui se passe, c'est que ce même soir-là, alors qu'on n'était pas au régiment, on était décalés, ben, y a ma femme qui, elle, a encadré une EFJI, donc c'est une formation générale initiale. C'est vraiment les jeunes qui viennent de rentrer dans l'armée. Elle a encadré une EFJI, ils font une marche et ils traversent la forêt. Tu reconnais la voix de ta femme? Je reconnais la voix de ma femme. Tu ne savais pas qu'elle était là? Je ne savais pas qu'elle était là. C'était carrément autre chose. C'était le hasard total. Et elle, quand elle passe, ces mecs, donc c'était des jeunes bibis en plus, ils y vont, ils demandent de pisser. Elle dit, oui, vous avez qu'à aller vers là. Les mecs, ils nous pissent pas dessus, mais juste à côté. Mais juste à côté. Donc moi, je suis là, je bouge pas. Je suis plié de rire. En fait, ce qu'il faut, tu vois, là-dedans, c'est pas faire de bruit. Ah bah non. Donc moi, j'ai plusieurs choses. Oh, et une des choses pour me contrôler, je me suis éclaté le doigt. En fait, je fais comme ça. Ah oui? Ah bah ouais. J'entends ma femme, j'entends les mecs, ils viennent là, ils nous pissent. En même temps, je me dis, ben, faut pas que nous, on réagisse. Si tu réagis, ils font après, ça fait du bruit et tout. Et ceux qui sont dans notre exercice, qui jouent les adversaires, qui nous gèrent, c'est mort. Donc, du coup, non. Ben, et par contre,
Après, un peu plus tard, quand ils sont partis et tout, j'ai envoyé un petit message à ma femme. Et j'ai fait, vous êtes passé vers là et tout, et il y en a un mort de rire. Ah putain, c'est trop... Ça, c'est marrant, ça. C'est marrant. Ils t'ont pas touché, ça va? Non, ça allait. En parlant de camouflage, j'aimerais qu'on fasse un jeu, si tu veux bien. On a pris des photos des meilleurs camouflages des armées. Tu sais, à chaque fois, il y a des armées qui mettent des photos de certains de leurs soldats en camouflage. Et c'est Où est Charlie? Vous avez tous joué à ce livre-là, il faut trouver un peu le Où est Charlie. Il y a beaucoup, c'est balèze, surtout quand tu es, on va dire, en 2D. Comme là, sur une photo, tu vas pas avoir la profondeur et tout. C'est plus dur. Et même c'est pour ça, sur beaucoup de choses, bon là, c'est facile. Là, je te montre une photo et tu vas me dire si tu le vois. Là. Il est où? Attends, montre-moi. Je te montre. Effectivement. Là. Tiens, tu peux aller... Alors, attends, je vais t'en mettre plusieurs. Et c'est même pour ça, un peu, comme là que j'ai expliqué, le but, c'est vraiment de ne pas bouger. Et quand tu vas chercher quelqu'un, par contre, le but, c'est d'essayer de faire peur, de telle façon que quelqu'un va se déplacer, et quelqu'un qui va être en mouvement, tu vas pouvoir le trouver grâce à ça. Là, il y en a deux. Je te demande juste de ne pas passer sur la photo de droite parce qu'il y a le reveal. Ouais, j'en vois un. Ah, tu le vois tout de suite? Oui, celui-là. Putain, tu vas vite. Ah ouais, bon, en même temps, c'est ton métier. Là, vraiment, tu as passé des années à t'enterrer. Après, c'est pas pareil de se cacher soi-même et de chercher quelqu'un. Ah oui? Je sais pas si tu vois, ça fait pas pareil. Après, tu as l'habitude de, suivant le travail qu'ont fait les autres. Pas facile. Hein. Tiens, on va en faire un petit dernier, mais franchement, c'est très, très difficile. Combien de temps ça prend à peu près à vous cacher? Quand vous arrivez sur un lieu, vous comptez combien de temps? Ben, en fait, ça va dépendre déjà par rapport à ta mission, le temps que ça te permet de se cacher, parce que pendant que tu te caches, tu es à un endroit des fois qui va être sensible, et donc tu peux pas y passer beaucoup d'heures le temps de le préparer. Si c'est un endroit... Ah oui, parfois tu as 10 minutes pour te cacher. Voilà, ça va dépendre de ça. Et ça va dépendre combien de temps tu vas devoir y rester aussi. Tu t'es déjà enterré dans du sable? Ben, en fait, c'est ça la problématique que j'allais parler après. C'est que suivant l'endroit où tu dois te cacher, c'est plus ou moins dur. Mais tu peux être avec un tuba, par exemple? Moi, non. Mais il y en a qui le font dans l'eau et ainsi de suite, oui. Putain, c'est fou. C'est incroyable. Hein. Il y en a qui le font. De toute façon, le but, c'est de ne pas se faire trouver. Sauf que là, c'est pas un cache-cache. Question bête. Ouais. Tu peux rester combien de temps dans une cachette? Plusieurs jours? Oui. Sans bouger? Oui, tu peux rester plusieurs jours et sans bouger. Et après, ben, surtout, ce qu'il y a, c'est faut surtout y rester. Là, je vois pas spécialement. Tiens, montre, je vais te montrer où il était. Non, mais c'est très difficile. Honnêtement, en photo, Mais en photo, c'est... Il est au milieu, là. Il est vraiment là. Ah, ben, en plus, j'aurais dû le dire, parce que c'est ce qui m'a semblé au début. Il est debout, là. Là, y en a mais je vois. On voit un décalage de couleurs, en fait. Tiens, un dernier. Là, il y en a un qui nous vise, carrément. Je te donne un indice. Il vise le photographe pour montrer vraiment qu'on voit pas du tout. Comme quoi, les camouflages, ça peut être vraiment, vraiment bien fait. Oui. Tu le vois? Là, ici. Effectivement, bien joué. Putain, il est bon, hein, il aurait pas fait ça pendant 17 ans, si. Non, et comme j'ai dit, surtout, le but, c'est... Il se lève après, tu vois, on le voit ici. Quand... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Mais c'est pour ça que c'est important de pas bouger, pas faire de bruit. Parce que le mouvement, même une personne qui va être bien cachée, si elle va se déplacer, ben, du coup, tu vas avoir quelque chose qui se déplace. Et c'est ça qui va attirer l'œil. Là, est-ce que tu le vois, un dernier je vous en ai montré plusieurs à l'image, pour ceux qui regardent la vidéo, de photos avec des zooms à chaque fois sur les snipers. Là, c'est plus dur. Après, il y a des fois des choses aussi qui peuvent t'attirer l'œil où tu trouves que c'est pas normal, donc tu supposes regarde, que ça peut être vers là. Je te montre la particularité et ils sont vraiment extrêmement forts. En fait, c'est que là, tu as tout le régiment dessus. Ok, ouais. Ils sont forts. Vas-y, fort. Ils sont vraiment bien cachés. Mais là, ce qui te manque, c'est le côté 2D. Évidemment. Aussi. Non, mais évidemment. Puis la qualité de la photo un peu détériorée, tout ça, c'est évident. Ouais. Merci beaucoup. Tu me disais, parfois, tu peux rester plusieurs jours caché. Oui. Comment tu fais pour les toilettes, etc. Si tu peux jamais sortir de la cachette? Sac. C'est vrai? Oui. Mais c'est un enfer. Après, c'est le boulot. Hein. le pire, c'est pas ça, en fait, qu'on va dire. C'est que... Et même pour te détendre les muscles. C'est le boulot, mais on aime ça, en fait. C'est très bizarre. C'est très bizarre, mais moi, j'ai fait avec des copains la ruée des Fadas, qui est une course de 8,5 km où tu fais plein d'obstacles, et des fois, tu es totalement dans la boue, tu sais.
Et ben, j'adore ça, en fait. Ouais. Quand tu y es, t'es là. Et en fait, t'adores être dans la galère, c'est drôle, là. quoi. Ouais. Mais en vraie mission, c'était arrivé. Parce que, enfin, c'est quand même. Enfin, moi, je me vois pas me cacher dans un placard pendant 2 jours, tu vois. Ouais, mais on est vraiment pas dans cet esprit-là. Tu es vraiment dans une mission, tu as un objectif, et après, tu peux, suivant les missions, faire des rotations, donc déjà pour veiller sur le reste, surtout que nous, en plus, c'est encore différent. Tu as le renseignement humain qui est différent, avec donc le 13e RDP et le 2e RH, et après, il y en a d'autres. Et après, nous, dans la guerre électronique, déjà, on n'a pas le besoin de voir forcément. Alors, on préfère quand on peut voir, mais nous, c'est l'écoute. Donc, même si on est caché sous terre et qu'il n'y a rien qui dépasse, on peut quand même travailler. Alors, si tu veux bien, on va parler dans un instant de l'Afghanistan. Juste avant, combien est-ce que tu as déjà tenu sans dormir? Parce que le sommeil, c'est quand même le plus difficile. Le manque de sommeil, c'est aucun être humain arrive à tenir au bout d'un moment. Hein, tout le monde tombe. C'est quoi vraiment ta mission un peu difficile en termes de sommeil? On en parlera tout à l'heure, mais juste en termes de jours qu'on comprenne sans dormir. Je ne saurais pas dire exactement. Franchement, je ne saurais pas dire. Je ne me suis pas amusé en fait à calculer la chose. Non, mais tu sais, quand c'est enchaîné une nuit sans dormir, 2 nuits. Je sais déjà, enfin, c'était hors militaire, mais on a fait un stream avec Vétérans de France et on a fait 34 heures sans dormir. Donc 34 heures de stream où on n'a pas du tout dormi. Et franchement, ça s'est bien passé. Mais tout ça, le fait du sommeil, ça dépend si tu es tout seul, ça dépend ce que tu fais, de l'activité, ainsi de suite. Et justement, c'est ça qui est difficile quand on est en train de faire notre système de car, quand on est en écoute et que quand c'est la nuit et qu'il n'y a rien qui se passe, ben, tu vois le temps passer très long. S'il y a beaucoup d'activités, ben, ça va être beaucoup plus facile de tenir. S'il y a d'autres personnes, quand tu fais de la garde, mais pas de la veille écoute, et du coup, tu peux parler avec d'autres personnes, eh ben, en parlant avec d'autres personnes, ça va être plus facile à tenir. Mais ça peut être facile. T'as déjà fait des nuits blanches sur le terrain? Oui, plein. Et déjà 2 nuits blanches d'affilée, non? Ça, c'est chaud, non? Je pense qu'au bout d'un moment, tu comprends plus rien. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est comme ce que j'ai gravé sur ma peau, être et durer. Ce qu'il faut, c'est tu sais pas ce qui va se passer plus tard. Donc, dès que tu as un moment qu'il te faut reposer, il faut que tu te reposes. On était à un moment en Afghanistan et tu sais que tu as 15 minutes où tu vas être tranquille. Il y en a d'autres qui font la sécu et tout. Tu as 15 minutes où tu sais où tu peux être tranquille. Ben vas-y, profite-en pour dormir. Putain. Parce que ces 15 minutes où tu dors, ces 15 minutes, ça va être très bien pour ton repos. Même si tu vas somnoler, ça va être très bien pour ton repos. Parce que peut-être que 2 heures après, tu vas justement avoir 40 heures où tu ne pourras pas. Ouais. Voilà. Donc, tu vas jamais te dire, ben, on verra ce soir pour dormir. Non, tu as une pause, t'as une fenêtre de tir. Tu as une fenêtre, il faut truc. 2005-2006, première mission en Afghanistan, tu pars combien de temps? Donc, au tout début, on est prévu de partir 4 mois, sauf qu'on apprend au bout de 3 mois qu'on est parti pour 6 mois. Oh putain. Donc, voilà. Une demi-année. Une crainte quand tu sais que tu pars là-bas, avant ou pas? Donc, pas de crainte. Perso, pas de crainte. Parce que c'est mon premier Afghanistan, parce que ça fait partie du premier Afghanistan. C'est les missions ARES. Donc là, c'est pour la mission ARES 6. On est fiers d'y aller, on a envie d'y aller, on a envie d'utiliser tout ce qu'on s'est fait avant pour s'entraîner et tout, c'est pour l'utiliser en mission. C'est ça. Donc le but, c'est concrétiser tout ce qu'on a travaillé. Donc le but, c'est là-dedans. Et en plus, j'ai la chance que, en fait, sur notre compagnie, c'est mon commandant d'unité, donc mon chef, qui va sélectionner des personnes après 2 ans de commandement. Donc ça fait 2 ans qu'il nous commande. Ouais, il te connaît. Ça fait 2 ans qu'il commande 100 personnes, et sur ces 100 personnes, il va en choisir 10. Donc en fait, tu as un côté en plus sélection qui te met un peu de fierté là-dedans. Oui, c'est pour l'ego, c'est agréable. Ouais, pour ça, c'est vraiment agréable. Voilà, vraiment tout à fait. Et en plus, sur ARES 6, donc, on est intégré dans le COS. Et donc là, on est avec les forces spéciales. Avec les forces spéciales. Et on est pendant 6 mois, du coup, 200 personnes. Donc, on va dire à peu près presque 190 forces spéciales et nous intégrés dedans. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, il a pris les 10 bons en qui il avait confiance. Oui. J'imagine qu'il ne prend pas les pipes. C'est un peu pas trop fiable et tout. Voilà, Pour partir là-bas, tu es obligé de prendre les gars. Et là, tu frôles la mort pendant une mission, avec un coup de chance. Est-ce que tu peux expliquer ça en Afghanistan? Celle par rapport à la mine. Ouais. Donc, il y a un moment
quand on est en Afghanistan à Spin Boldak, c'est une petite base. On n'est que 200, c'est pas comme à Kaboul où c'est énorme, où il y a plein de gens. Nous, c'est vraiment une petite base. Et souvent, on part en mission, des fois 1 semaine, des fois 2 semaines. On va sur des sites isolés. Et il y a un site particulier qui s'appelle Garang, où on y va et on y fait souvent de la rotation là-dessus. Donc nous, on y va 2 semaines. Il y a une autre équipe qui y va après, qui nous relève pour 2 semaines. Et on tourne à chaque fois. C'est une sorte de base avancée. C'est une base avancée qu'on va dire. Mais très simple, très basique. Déjà, la nôtre, elle est basique, parce que on dort sur pas grand-chose, on va dire. Mais là-bas, c'est plus basique. En fait, sur notre base à Spin Boldak, on a des toilettes. C'est des chiottes turques. Okay. Sur la base à Garang, c'est 2 planches de bois. Ah ouais, voilà. ok. C'est vraiment... Et donc, pour aller à Garang, on est obligé de passer par un endroit qui est particulier. Et en fait, on est obligé de passer par ce chemin-là. Et on passe par là. Et quand on passe par là, on arrive à Garang. Donc, on passe là, c'est la nuit. On y passe la nuit. Donc, on roule des fois de jour et des fois de nuit. Certains moments, on préfère la nuit vu que c'est plus discret, moins visible et tout. Et en fin de compte, une fois qu'on arrive à Garang, nous, par rapport à notre travail de renseignement, on arrive à avoir une information que la veille, quand on a roulé, on est passé sur une mine, sauf que c'était une mine radiocommandée. Et des mines avec un bouton, quoi. C'est pour ça, en fait, il y a plein de systèmes différents. C'est un peu comme le chat et la souris, le virus, antivirus. Eux, ils cherchent à nous taper, et nous, on essaye de lutter contre ça. Donc, il y a des mines où tu roules et ça va péter. Il y en a, elles sont radiocommandées, et après, il y a même d'autres systèmes. Et le but, c'est que quand on est dessus, il fasse péter. Et nous, on était passé dessus, mais le mec, il s'était endormi. Comment tu sais ça? Ça, nous, on le sait par le renseignement après de celui qui s'est endormi, qui a fait remonter l'information. Tu veux dire, en fait, en gros, il a appelé son chef. Il a appelé... et toi, t'as entendu l'appel? Ouais. Mais non, incroyable. Et donc là quand t'entends l'info, waouh, tu dis, mais c'est vrai et tout. Donc je redemande la traduction au trad qu'on a avec nous. Et le mec, il dit, pardon, je me suis endormi, en gros? En fait, il explique comme quoi, on était passé sur la mine et tout. Et que lui, il s'était endormi, du coup, il n'avait pas déclenché. Et il se fait engueuler par son chef? Là, c'était pas peut-être directement le chef. Moi, j'ai récupéré l'information qui communiquait avec quelqu'un, comme quoi on était passé dessus. Ah, waouh. Ça fait bien réfléchir. Il y a les Américains avec vous? Oui. Sur base. Qu'est-ce que tu remarques tout de suite quand tu arrives en tant que Français sur une première mission en Afghanistan et que tu vois les Ricains? Qu'est-ce qui te marque? En fait, ce qui se passe, c'est que là, ce qu'on est à Spin Boldak, on est là pour aider aussi, pour travailler avec les forces spéciales américaines, et on a le soutien des Américains. Donc, côté logistique, le soutien américain, c'est vraiment top. Tu demandes un truc, tu reçois, ça, c'est vraiment top. Ça veut dire quoi? Attends, parce que pour les gens, moi, ça me parle pas. C'est-à-dire quoi, soutien logistique? Soutien logistique, tu as des besoins, ils appellent quelqu'un, un avion, il arrive et il te largue avec un parachute, comme dans PUBG. Je sais pas si on va raconter, mais il y avait une anecdote comme ça. Ah, de quoi? C'est quoi? En fin de compte, c'est assez particulier, où on est en mission. On part une vraie mission? Une vraie mission. On part pour 2 semaines. Et donc, quand tu pars, il te faut prendre ton eau, ta nourriture, et tu prends par rapport à ta durée de mission. Tu rajoutes à la rigueur 1 jour des fois, mais des fois, ça dépend de ce que tu vas pouvoir porter, si c'est une mission pédestre ou si c'est véhicule et tout, ça va te limiter en fait. Et aussi, nous, en guerre électronique, tu as tout ce qui est batterie, tout ce qui est matériel et tout. Donc, chaque fois, tu es limité par le poids. Là, la mission, elle est prolongée. Parce que vous n'avez pas d'électricité sur les bases de... Ah non. Surtout pas quand on est en mission. Quand on est en mission qu'on bouge, non, tu peux pas. T'as pas de petits panneaux solaires? À l'époque, ça a commencé un peu les panneaux solaires. Maintenant, moi j'en ai, tu vois. À l'époque, moi c'était donc 2005-2006, ça a commencé et c'était pas aussi optimisé. À la rigueur, tu le mettais quand tu étais arrêté pour te recharger une batterie, mais que tu n'allais pas utiliser en direct, que tu allais utiliser plus tard. Voilà, c'était pour dépanner en attendant, on va dire. Et là, du coup, il y a un de nos capitaines qui demande. Il demande donc des vivres, de l'eau, tout, et des batteries. Et en fait, il rajoute, pour déconner, il demande une boîte de préservatifs. Et là, on arrive, l'avion, il passe, il largue le parachute. Et quand il largue le parachute, ça atterrit, ça tape bien. Ouais. Déjà, nous, on arrive, t'as 1/3 de l'eau, des batteries, tout éclaté. Voilà, avec c'est vrai la moitié, un tiers bien éclaté. Et on trouve un carton.
et ils avaient mis les préservatifs, en fait. Et en fait, je pense que peut-être ça peut servir à d'autres trucs, ils posent pas de questions. Ouais. Peut-être qu'ils se disent ça peut servir de housse pour un truc. Non mais tu sais, tu peux être un téléphone, ça protège. En fait, tu mets une capote autour d'un téléphone, ça protège de l'eau. Tu pourrais l'utiliser pour d'autres choses. Là-dessus, je suis d'accord. Je pense qu'ils réfléchissent pas. Mais je sais pas. On s'est posé la question, est-ce que c'était ça ou est-ce que nous, le capitaine qui l'a fait, c'était pour rigoler? Et est-ce qu'eux, ils ont fait, bon allez, on rentre dans le délire, ça va détendre? Parce que là, t'es à 2 semaines de mission, tu es prolongé, t'as la fatigue et tout. C'est dur. En Afghanistan, l'une des choses dures là qu'on avait, c'était l'amplitude de température. On pouvait avoir pendant la nuit moins 10 degrés et pendant la journée 30 degrés. Donc du coup, une amplitude de 40 degrés. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Physiquement, c'est énorme. Physiquement, tu as la peau des mains, les lèvres, tout. Tu ramasses. Donc, 30 degrés, c'est l'été en France, dans le sud, et moins 10, c'est l'hiver dans les Alpes. C'est ça, et en fait, tu as tout ça. Et même là-dessus, nous, côté équipement, il te faut des équipements pour l'un, pour l'autre et tout. Putain, donc, ça, c'est chaud, parce que la journée, tu marches, t'es en short, quoi. Et donc, du coup, peut-être qu'ils ont mis ça juste pour rentrer dans le jeu, qu'on rigole. Et on a rigolé, on a fait des ballons en plein milieu de la verte, comme ça. Et attends, et vous avez le droit d'être en short? Alors, quand il fait 30 degrés quand même ou pas? Donc, tout ce qui était mission, quand on était en mobile, on n'était pas en short, on était en pantalon. Quand on était sur base, sur Spin Boldak, on avait des parties où on était en short. Mais c'est vrai que même la particularité qu'on avait, sur tous mes Afghanistan, c'était très différent. Mais sur celui-là, on était donc avec le COS et on était tout en léger. Le but, c'était d'être en léger. Donc, on avait en tenue, mais en fait, on n'avait pas les gros gilets pare-balles. On avait juste une plaque devant, simple, et une plaque derrière. Ah oui, d'accord. Sur les véhicules, c'était pareil. Les véhicules, on n'avait pas de pare-brise, pas de protection, pas de fenêtre et tout. Il fallait qu'on puisse bouger d'un côté de l'autre, sauter du véhicule, tout rapidement. Le but, c'était en mobilité. C'est quand même des vies sportives. Hein. Quand on t'écoute, là, 40 degrés d'écart dans la journée. Donc, tu fais une première mission avec le 1er PIMA, là-bas, qui est les forces spéciales qu'on embrasse, qui sont dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, quel est le but de la mission? La mission, là, c'est souvent, nous, la guerre électronique, on va faire du renseignement. Et quand on fait du renseignement, ça peut être du renseignement pour aller chercher des informations, pour dire ce qui va se passer dans le futur. Ça peut être du renseignement, comme peut-être on racontera plus tard, de sécurité, où je peux prévenir comme quoi on va se faire attaquer et du coup, on va réagir là-dessus. Et des fois, ça peut être du renseignement pour aller chercher quelque chose. Et donc là, c'est très rare, mais là, c'était le cas. Ils avaient décidé d'aller chercher une sonnette. Donc, une sonnette, c'est en Afghanistan. Donc, le paysage, déjà, il est super joli. Franchement, moi, ça... Pareil, c'est très beau, les montagnes et tout. C'est super joli. Ouais. Franchement, moi, j'aurais adoré là-bas faire des treks ou du parapente. Du tourisme. Voilà, trek ou parapente, par exemple. Le paysage est vraiment super joli. Et en fin de compte, là, la mission qu'on se dit, c'est d'aller chercher une sonnette. C'est une personne qui va être en haut d'une montagne et qui va dire nos déplacements. Parce qu'en fait, vu qu'il faut s'imaginer, c'est vraiment une vallée, et du coup, tu as des montagnes, et tellement il y a de distance entre, il y a quelqu'un qui va être en haut d'une montagne et qui va dire ils sont à tel endroit, ils se déplacent là, ils se déplacent là. Et même, il y a certains villages où, quand on quitte le village, ben, en fait, ils font des signaux de fumée. Mais non. Donc, tu pars du village. Comme les Indiens d'Amérique. Voilà, tu pars du village, tu vas vers un autre village, visuellement, tu as 10 km entre les deux villages, mais tu les vois, tellement il n'y a rien au milieu. Et en fin de compte, quand tu pars du premier village, tu as les signaux de fumée, manière de dire aux autres, ben, ils arrivent. Incroyable. Voilà. Certains font ça. Et ça, tu dois décrypter aussi, toi? Bah là, non, pas sur les signaux de fumée. J'ai pas de niveau sur les signaux de fumée, mais tu comprends très bien que... qu'ils sont en train de se passer voilà, un mot. c'est en train de se passer un bout. Et à côté de ça, donc là, le but, c'est d'aller chercher une sonnette, et c'est quelqu'un qui dit nos déplacements. Une sorte de chouf. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Comme, voilà, qui va prévenir l'arrivée de la police Tout à fait. Dans des quartiers. Et dans la guerre électronique, on a plusieurs choses qu'on peut faire. Et il y a une partie, c'est la goniométrie. Et donc, moi, là, c'était ce que je faisais à ce moment-là. Donc, dans mon véhicule, en fait, j'entends que ça parle. Je vois où c'est que ça parle. Le but, c'est de donner une direction. Donc, je donne un azimut et je peux dire, il est dans cet axe-là. Par contre, quand je donne l'axe... Je sais pas ce que c'est qu'un azimut, mon ami. En fait, je sais qu'on dit tout azimut, c'est tout feu, tout flamme. Un azimut, en fait, il faut se dire comme quoi tu as une boussole. Tu vois une boussole? Oui. Ben, en fait, par exemple, si tu vas direction nord et que tu dis je vais tout le temps au nord, ben, tu vas azimut nord. C'est une direction. Ah ok, bah, tu vois, mais je te remercie. Je ne sais pas si vous le saviez. Tu vois, non, bah, voilà, parfait.
Ça, on apprend un mot tous ensemble. Hein. Je préfère poser la question tout à fait, que faire semblant de savoir. Hein. Comme ça, moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. De toute façon, avant de le savoir, on ne le savait pas. C'est un peu comme... Et puis avant de savoir faire, on ne savait pas le faire. Voilà. C'est ça. Ça me permet d'ailleurs de me sortir de beaucoup de situations, cette phrase. D'accord, ok. Donc, pardon, excuse-moi. Et donc, du coup, là, moi, j'ai un azimut. Mais par contre, je ne sais pas la distance. Je ne sais pas si la personne, elle est à 5 km, 10 km, 20 km. Je sais que par rapport, vu que j'arrive à la capter, elle n'est pas à 100 km par rapport au matériel qu'il utilise. Je sais que ce n'est pas aussi loin. Mais je ne sais pas à quelle distance il est. Sachant qu'en plus, il peut y avoir des fois 2 personnes qui parlent. Et si j'entends les deux, ben, du coup, je vais avoir 2 azimuts différents. D'accord. Ou je peux avoir même un seul azimut si le hasard fait que, ben, par exemple, moi, je suis là, toi, tu es là, et il va y avoir quelqu'un derrière toi, vous parlez entre vous deux, ben moi, je vais avoir une seule direction. Et donc, du coup, là, le but, c'est, on a cet azimut-là. Moi, après, avec une autre équipe du commando marine, on se déplace de 5 km sur le côté pour donner un autre azimut. Ah oui, voir si c'est à peu près précis. Voir, voilà. Après, il faut espérer que cette personne qu'on essaie de choper n'ait pas bougé. Si elle a bougé, ça va pas être bon. Putain, c'est quand même précis, hein, votre boulot, c'est incroyable. C'est surtout un gros travail, parce que comme j'ai dit, s'il y a 2 personnes, il faut que tu fasses attention à différencier les deux. C'est pour ça que souvent, en guerre électronique, souvent, on aime bien avoir 3 capteurs, on appelle ça, pour que les 3 capteurs soient au même endroit, au même moment, donc à 3 endroits différents, et que chacun donne un azimut. Ça triangularise. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, ça te donne le point. Mais là, vu qu'on ne pouvait pas être plus, c'est moi-même, en nous déplaçant, qui avons donné une position. Et là, je dis, ben non, si ça n'a pas bougé, pour moi, la personne, il est là. On regarde sur le plan, et c'était en haut d'une montagne. Du coup, on commence à se rapprocher de cet endroit-là. Et quand on se rapproche, donc nous, on est avec les commandos marines. Il y a t'es quand même avec des mecs solides autour de toi. Parce que nous en fait, on fait la guerre électronique. Donc, on est au contact direct, mais on n'est pas là pour tirer ou quoi que ce soit. Déjà, on ne peut pas tout faire. Je ne peux pas écouter et tirer en même temps et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Donc, nous, on est avec les commandos marines. Il y a ceux du premier PIMA. Il faut s'imaginer la montagne un peu comme une pyramide et que tu as, par exemple, 3 points. Donc, nous, on est avec les commandos marines. 3 faces. 3 faces. Ouais. Il y a un endroit où il y a le premier PIMA et il y a un endroit où il y a les forces spéciales américaines. Et tout le monde remonte. Le but, c'est on est là, on essaye de voir. Un peu comme ce que tu m'as fait faire, on essaye de voir le mec, on ne voit pas. Et en fin de compte, là, les forces spéciales américaines décident de faire un tir de mortier de telle manière de taper un peu sur la montagne et essayer de faire bouger. D'accord ? Ils font leur tir. Et là, donc nous, on est comme ça. Ah, le gars, il est sur la montagne. Le mec, il est sur la montagne, mais lui, il ne sait pas qu'on arrive. D'un côté, tu as les forces spéciales américaines, de l'autre, le COS, enfin le premier PIMA. Force spéciale commando marine et force spéciale première PIMA. Ça pue quand même. Pour lui, oui. Pour lui, oui. Et lui, il ne sait pas qu'on arrive ou quoi. Ah oui. Et moi, j'entends en plus en ce moment-là. Et on entend qu'il commence à s'exciter. Je sens qu'il commence à s'exciter, il sent que ça se rapproche et tout. Mais il ne bouge pas. Et en fin de compte, les forces spéciales américaines, quand ils font leur tir de mortier, ben en fait, sur la pyramide, il faut se dire que c'est allé trop loin. Sauf qu'en allant trop loin, ça a tapé entre nous et ceux du premier PIMA. Putain, ah waouh. Donc tu vois, pouf. Ah waouh. Et là, tu es là, waouh, on a eu chaud. On a eu chaud. Et après, ben, tu restes, tu continues dans l'action. Parce qu'en fait, lui, la sonnette, il a eu peur, il a commencé à se barrer. Ceux du premier PIMA, ils sont montés, ainsi que les forces spéciales américaines. Ils ont réussi à l'attraper. Il s'est rendu ? Ils ont réussi à l'attraper. Ils ont réussi à l'attraper. Et quand ils l'ont attrapé, c'était les forces spéciales américaines qui se sont occupées au niveau de l'interrogatoire. Par contre, nous, ceux du premier aussi, ils sont allés voir à l'endroit où il était. Et du coup, en fait, le but, c'est que ceux du premier PIMA sont allés voir où c'est que la sonnette s'installait, pour voir s'il y avait, vu qu'il s'était barré vite fait. Une cabane. Voilà, comment c'est fait. Et même, ça te permet de voir comment il est installé, pour essayer de voir la prochaine fois comment ils peuvent être installés, s'il a laissé des choses et tout, s'il a laissé des moyens de transmission, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Voilà, un peu tout ça. Et là-dedans, ils ont trouvé des informations, ils ont trouvé des lettres, et il y avait des lettres de remerciement de Ben Laden. Des vrais ? C'est-à-dire de sa main ? Des lettres de sa main de Ben Laden qui le remerciaient par rapport à son travail qu'il effectuait. Ah, donc, quand toi, tu es là, tu as une certaine fierté d'avoir réussi à attraper cette personne. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Toi, tu le vois, ce gars-là ?
Moi, je le vois de loin, mais je le vois. Ouais, c'est ça, d'accord, il a arrêté, etc. Quand vous savez qu'il a arrêté, vous repartez, vous? Voilà, moi j'ai encore le reste parce que même quand lui est attrapé, on est en Afghanistan. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se faire attaquer ailleurs ou quoi. C'est ça, c'est toujours non-stop, hein, de toute façon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, dans le renseignement, justement, de prévenir une attaque ennemie réelle, avec une roquette, avec une attaque de mecs, etc., et de sauver des collègues? Oui, donc ça nous est arrivé quelques fois. Il y en a un particulièrement que je me souviens bien. On était à Ouzbin, lors de mon 3e mandat en Afghanistan. On était au niveau de Tora, nous, d'habitude, et là, on faisait une mission au niveau d'Ouzbin. Et quand on était à Ouzbin, on était sur la COP. Et en fait, ce qui s'est passé par rapport à notre renseignement qu'on pouvait faire, nos écoutes, on a su qu'on allait se faire attaquer. On a su que c'était prépondérant, ça allait vraiment arriver très vite. Du coup, j'ai pu prévenir dessus le commandement et on a pu mettre la sirène d'alarme. Du coup, quand on a mis la sirène d'alarme sur la FOB, du coup, tout le monde est allé soit à son poste de garde, soit des zones de sécurité. Tu as des U-Haul, tu as des parties où tu peux être en sécurité. Une sorte de bunker. De bunker, voilà, on va se dire, c'est un peu ça. Le but, c'est éviter que les gens soient dans leur tente, parce que là, on dort dans des tout petits tentes ou des zones à l'arrache. Et si tu prends là-dessus, ben, t'es mort hein, aussitôt. C'est pour ça que, comme je dis, j'ai eu énormément de chance. Et en fin de compte, là, quand on a fait péter la sirène, tout le monde s'est mis en poste. Et 10 minutes après, on s'est fait attaquer. Et c'est même une des fois où, on ne fait pas ça pour ça, hein, mais une des personnes est venue me voir après et m'a dit merci. Ah, c'est vrai? Ouais, il m'a dit merci. Parce qu'en fin de compte, si on n'avait pas prévenu, on n'aurait pas fait signaler l'alerte. Et après, on s'est fait tirer dessus. On a eu un tir de mortier dessus. Et en fin de compte, tout le monde n'aurait pas été en zone de sécurité et quelqu'un aurait pu mourir. Ah, c'est vrai? Parce que ça a touché, par exemple, une tente, etc. Ah oui, ça a touché à côté. Ah, c'est vrai? Oui. Ah oui, donc tu as sauvé des gens? Ah oui, c'est carrément c'est aussi agréable de travailler, de se rendre compte de son utilité. C'est vraiment l'intérêt du travail qu'on a fait et tout. Et c'est même ce qui a fait jouer que je parte sur mon 3e Afghanistan. C'était, je ne sais pas si on en parlera plus tard ou quoi, mais ma mentalité sur le 1er Afghanistan, sur le 2e et sur le 3e était totalement différente. Alors, attends, on va y venir, mais pour finir sur la première fois, est-ce que tu as des moments de détente? On parle des moments d'action, des moments durs, des moments superbes que tu as vécu, où tu as sauvé des gens, etc. Est-ce que tu as des moments de détente sympas, des moments où tu peux te relaxer aussi? Pendant 6 mois, c'est long quand même. Pendant 6 mois, c'est long. Tu es toujours en activité, toujours à fond, et surtout, tu as des moments où tu es tranquille et d'un coup, ça peut repartir. Donc, c'est toujours difficile. Déjà, moi, je ne bois pas et je ne fume pas. Donc non, mais vous avez des soirées, même sans boire, tu vois, mais est-ce que tu as des soirées de camaraderie où tu te marres le soir quand même, où tu peux rire, tu vois? Il y a quand même, par exemple, moi, j'aime bien le poker. Et donc, à un moment, il y avait la période poker. Donc, il y a des fois où on se faisait des pokers, tu vois. Ah oui, donc tu as quand même des moments. Ça, tu as quand même un petit moment de détente comme ça, mais tu fais toujours gaffe. Après, il y avait des moments où des fois, il y avait... des fois, tu manges pendant des mois des rations de combat, en fait. Des trucs... ouais, t'en peux plus, quoi. C'est pas top. Surtout quand encore, tu manges pas toujours... mauvais en France. Hein. Non, franchement, sur les Français, on est pas meilleurs, mal. Je crois. Alors, même meilleurs que les Américains. On a parmi les meilleurs. Voilà, pour moi, c'est les meilleurs. On a parmi les meilleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que si tu manges toujours les mêmes, c'est ça qui est commun. Par exemple, tu as 20 menus différents. Ouais. Mais si tu manges toujours le menu 1, au bout d'un moment, c'est ça qui va être compliqué, tu vois. Et souvent, c'est premier arrivé, premier servi. Et même ce qui se passait, qui était marrant, c'est que nous, au bout d'un moment, au bout d'un mois, on échangeait nos rations françaises contre les rations américaines et inversement. Pour pouvoir échanger un peu, pour pouvoir échanger. Et du coup, eux, c'est tout lyophilisé. Donc, c'est vraiment très différent. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est vraiment... Ils mangent mal, les Ricains? C'est différent, on va dire. Après, comme tu m'as parlé, j'avais pas fini tout à l'heure, c'était que... Qu'est-ce qui m'a impressionné le plus du côté américain, c'est que les Américains, la plupart des forces spéciales américaines, étaient très costauds, très gonflés, on va dire. Ouais. Très dans le muscle, on va dire. Alors que nous, il y en a quelques-uns, mais dans les plupart du COS, il y en a une majorité, c'est plutôt des chamègles. C'est certains, ils vont pas être méga costauds, parce qu'en fait, le muscle va te demander beaucoup d'énergie. Quand tu vas faire 8 km de marche avec un sac de 40-60 kg, si tu as trop de muscles, tu vas consommer beaucoup plus. Ouais, ça va être plus facile pour toi de porter. Ça va être plus facile pour toi. Mais par contre, tu vas consommer beaucoup plus. Et les Américains, ça pompe. Ah, ouais, c'est ça. C'est vrai que tu vois tout de suite les marmottes. Mais il y en a en France. Hein, il y en a quelques-uns. Aussi et il en faut. Il en faut. Il y en avait un du 13e RDP
qui était vraiment, par rapport à tous les autres qui étaient plus chamègres, lui, il était vraiment énorme et tout, tu vois, c'était vraiment... il faut vraiment de tout, on est complémentaires. Tu sais que vous avez même fait des soirées sketch. C'est quoi les soirées sketch? Soirée sketch, ouais, il y avait un moment pour le jour de l'an où en fait, chaque section, chaque compagnie avait fait un peu des sketchs pour animer, pour s'amuser et tout. Donc ça avait été bon enfant, bien sympa. Certains avaient fait des petits moments comiques juste pour rigoler. D'autres avaient imité des actions qui nous étaient arrivées un peu. Ah oui, d'accord. Certains s'étaient moqués du commandement, d'autres du commandement avaient sorti des poèmes, des choses pas mal. Donc ouais, ça détend un peu. Le but, c'est un peu ça. Et il y avait même des fois c'était tous les dimanches. Il y avait une époque à certains endroits, sur 1, 2 ou 3e Afghanistan, où des fois tu pouvais avoir une amélioration repas et du coup on te donnait de la viande et tu pouvais faire un barbecue. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc ça c'était sympa. Ouais. Et tu peux faire des blagues au commandement, ouais, dans ces moments-là, il se marre. Faut que ça soit limité, quoi. Faut que ça soit fait intelligemment, on va dire. Il y en a un qui l'avait fait, il y avait un chef qui avait fait un discours, ça avait bien envoyé, tout le monde avait bien rigolé, le commandement aussi, et puis voilà. Oui, c'est ça. Premier retour d'Afghanistan, après 6 mois, tu apprends que tu as perdu ta grand-mère. Tu l'apprends à l'arrivée? En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est que déjà, lors de ce premier Afghanistan, côté moyen de communication, on a à peu près 5 minutes par semaine. Il y a juste 5 minutes par semaine où je suis à une petite cabine et où ma femme peut me parler. On n'a pas Internet, on n'a pas tout le reste ou quoi, c'est vraiment très limité. Il y a du côté positif, du côté négatif là-dedans. Le côté négatif, tu as moins d'infos sur ta famille, sur ce qui se passe. Ton côté positif, c'est que tu es plus concentré. Ouais, bien sûr. Et le but, c'était ça, en fait. Ma famille ne m'a pas parlé du décès de ma grand-mère pour éviter de me perturber. Et je ne regrette pas, pour moi, ça a été le mieux. Que c'est une fois que je suis rentré, qu'on m'a appris qu'elle était... De toute façon, on me l'aurait dit pendant, je ne pouvais rien faire. Ça m'aurait rien changé à part pouvoir me perturber. Non, donc, faire ton deuil à distance. Voilà, ouais, oui, ça t'aurait un peu perturbé. Au bout du compte, ça aurait pu me perturber ou quoi. Donc, le mieux, ça a été vraiment après. Est-ce que c'est compliqué le retour de la mission, retour de la vie, après 6 mois d'être aux aguets tout le temps, de faire attention à chaque bruit? Est-ce que tu le sens quand tu rentres? Mais en fait, tu le sens, et surtout, il y a une différence. Sur le premier Afghanistan, il n'y avait pas les sas de décompression. Sur mon 2e et 3e Afghanistan, ils avaient changé les méthodes et il y avait des sas de décompression. Ça veut dire quoi? Où tu étais pendant 2 ou 3 jours à Chypre, par exemple, où ils avaient pris un bel hôtel avec une piscine et tout, et ils mettaient les militaires qui rentraient, ils les mettaient là, ils avaient des psychologues individuels, des psychologues collectifs, et quelques petites animations pour se détendre et tout, pour pas rentrer directement à ta famille. Donc, c'est malin, c'est bien. Certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. La plupart ont aimé. Après, ce qu'il y a, c'est que quand tu pars pour 4 mois, qu'on te rajoute 2 mois, et qu'après on te rajoute, ça fait beaucoup. Tu vois, tu as envie de rentrer. Ouais. Mais à côté de ça, c'est bien parce que, en fait, tu passes d'un moment où tu n'as pas le droit à l'erreur. Et moi, c'est ça qui a été le plus difficile quand je suis rentré, c'est que, en fait, l'erreur est vitale. L'erreur peut être fatale. Ça peut coûter la vie. Et donc, du coup, tu arrives en France, par exemple, tu es en Afghanistan, tu entends un bruit, une détonation, ou tu entends crier ou quoi, tu regardes ce qui se passe ou quoi. Là, tu arrives en France, tu conduis, tu en as un qui fait une queue de poisson. Moi, je suis un peu sanguin là-dessus, c'est ça qui est difficile. Là, tu n'es pas contre un taliban, tu n'es pas... Faut être beaucoup plus zen. Faut doser, ouais. Faut doser, c'est ça. Il y a même quelqu'un de... Par exemple, ma femme, elle va faire quelque chose, elle va oublier quelque chose, c'est pas grave. Il y a pas de mort. C'est pas j'ai oublié un truc. C'est cette différence qu'il y a entre ce que tu as vécu et là, ce que tu vis, l'importance. Il y a beaucoup de choses, des fois on le dit, il n'y a pas de mort. En fait, parce que là, en Afghanistan, ça pouvait être une question de mort. L'erreur pouvait être fatale, vraiment. Chaque détail compte vraiment. Et donc, tu essayes d'être le plus carré, le plus organisé pour pas qu'il y ait d'erreur et tout. Et tu t'es rendu compte que tu étais un peu trop à fleur de peau avec ta femme, par exemple? Ouais, t'as pas fait les courses, ça. Tu pètes un câble sur un truc qui est pas grave. En fait, c'est là où c'est particulier, le contraste où je pouvais être énervé, je pouvais être tendu. Ouais, c'est plus ça, on va dire, plus tendu sur certaines choses. Et à côté de ça, j'essayais le plus rapidement de relativiser et de dire « c'est rien ». Mais c'est quoi ça? C'est ridicule. Oui, par rapport à ce que tu as vécu. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à séparer les choses et pas les mélanger, en fait. Et c'est pour ça que certains, côté la nuit aussi,
côté la nuit, si certains ont fait des fois des cauchemars ou des choses comme ça, ils se croyaient encore là-bas. Ah oui, ils se réveillent en sueur. Ils se réveillent en sueur comme ça, où tu vas y être. Et comme j'ai dit, le coup des détonations, tu as quelque chose qui va tomber à côté, tu vas réagir de suite. Et ouais, c'est ça qui peut être dangereux, en fait, même. Et alors, à ton retour aussi, tu vas demander ta femme en mariage. Pourquoi tu la demandes à ce moment-là? Tu cogites en Afghanistan? En fait, j'y cogite pas forcément pendant l'Afghanistan. Je suis en Afghanistan et je pense pas beaucoup au reste. C'est ça qui est un peu difficile. Tu penses pas à la difficulté que les autres ont en France. Tu es vraiment tellement dans ta mission, tu penses pas trop. Alors que c'est très dur pour ceux qui restent en France. C'est sûr, c'est même pour eux. Et c'est vraiment très dur là-dessus, sachant que même, il y a, par exemple, quand moi j'étais dans des actions où c'était chaud, où il y a eu des tirs, ben, du coup, il y a des infos qui passent. Des fois, il y a des infos qui passent à la télé, et du coup, tu as ton commandement qui appelle des fois, ils ont appelé mes parents, donc ils appellent ma mère, ils disent « vous inquiétez pas ». Enfin, déjà, quand ils commencent par « vous inquiétez pas », ma mère, voilà, elle savait même pas 50% de tout ce que j'ai fait comme conneries quand j'étais jeune, côté adrénaline. Quand j'ai eu la moto, elle m'a dit « je vais te crever les pneus pour pas que tu fasses de la moto ». Et là, vous inquiétez pas. Ouais, là, tu as choisi le mauvais métier pour rassurer ta mère. Pour elle, c'était pas facile. Pour elle, c'était pas facile là-dessus. Et sachant que. Ouais, quand le commandement t'appelle, tu dois. Par contre, moi, ce que j'avais fait, j'avais prévenu que j'allais en Afghanistan. Voilà, parce qu'il y a des endroits où tu peux partir des courtes durées dans certains pays, tu vas pas pouvoir les citer, mais tu vas dire, je vais partir pendant un moment sur un endroit un peu dangereux ou quoi, mais au moins le savoir, pas croire que tu es en France. Ah, et oui, que oui. Si tu dis pas tu pars, et en fait, on l'appelle, oui, mais il était. Oh, waouh. Déjà que la surprise. Et en plus, avec le reste, ça fait vraiment beaucoup. Donc, c'est très difficile des fois pour ceux qui sont en France. Mais après, il lui dit, ben, c'est bon, il va bien, tout ça va bien et tout. Et donc, du coup, ça te fait réfléchir un peu là-dessus. Et en même temps, on avait acheté un appartement à l'époque. Et aussi, ça m'a permis de... Quand tu passes aussi proche des fois de possibles morts, on va dire, hein, ça te fait réfléchir sur ce que tu as envie, sur ce qui est important pour toi et ce qui compte. Et donc, ben, moi, j'ai su que c'était ma femme. Et donc, du coup, je voulais qu'on se marie ensemble. Ouais, tu te rends compte de l'importance et de ton équilibre, en fait, de tes points cardinaux dont tu as besoin, etc. Elle a dit oui? Et donc, elle a dit oui, mais c'était particulier aussi. Donc, c'est une anecdote aussi. On fait rien simplement, en fait. Et donc, du coup, on voulait se marier. Elle est du côté de Médoc, moi du côté de Toulouse. Et en fait, on voulait se marier rapidement. Au nord de Bordeaux. Ouais, on voulait se marier rapidement, du coup. Enfin, à l'ouest. Et du coup, on a fait à la mairie du côté de Bordeaux et à l'église du côté de Toulouse. Mais en fait, l'église avec toute la famille, les cousins et tout, donc ça allait faire trop de monde, donc pas de suite, et faire avant. Donc du coup, on a fait le 2 juin, on a fait 2006 du côté de Médoc, et on voulait faire le samedi 2 juin, donc la même date, mais le jour au lendemain, à Toulouse. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la mairie, c'était bon, même si un de ses témoins a perdu l'alliance et l'autre 1 heure de retard. On l'a retrouvé. Voilà. Et à côté de ça, quand on va pour faire l'année d'après, on envoie les faire-part et tout, sauf que ma femme est au Kosovo. Et 2 mois avant le 2 juin, hein, donc c'était quoi, vers mars-avril, elle m'appelle. Elle me dit, eh ben, en fin de compte, je dois rester plus longtemps, je ne peux pas être là pour le mariage. Oh! Nous, on a envoyé faire part, on a tout réservé, et tu peux pas. Donc du coup, quand tu es déjà dans l'année et que tu demandes pour déplacer la date, tu payes. Du coup, on s'est déplacé le 14 juillet. Le seul date qu'il y avait de dispo. Ah, c'est vrai? Et ouais, les gens ne voulaient pas se marier le 14 juillet. Pourquoi? Parce que ben, sûrement par rapport à la fête et tout. Mais justement, c'est une belle fête. Certains, ils voulaient peut-être pas que leur date mémoire de mariage soit liée au 14 juillet. Mais pour nous qui sommes militaires, au bout du compte, comme me disent certains, on a le feu d'artifice pour notre mariage. Voilà, c'est vraiment ça. Elle part en Afghanistan aussi ou pas, elle? Elle l'a fait? Oui, elle est partie aussi dans plusieurs pays et elle est partie aussi en Afghanistan. Est-ce que ça aide pour un militaire d'avoir sa femme militaire, ne serait-ce que pour comprendre? Alors... Ou c'est plus une emmerde au quotidien pour les enfants, j'en sais rien. Il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est qu'elle va comprendre pourquoi on doit le faire. Parce qu'il y a un truc qui est difficile entre partir à l'étranger parce que c'est le devoir et partir à l'étranger parce que t'as envie de faire à l'étranger, de vivre l'action et tout. Donc c'est vraiment des choses différentes. Et le concubin ne va pas forcément comprendre ça. Donc là, la personne, quand l'autre est militaire, c'est beaucoup plus facile.
Par contre, la problématique qu'il y a, peut-être qu'on va en parler ou peut-être que je peux en parler, c'est que du coup, elle aussi part. Donc à un moment, quand j'étais en Afghanistan, moi je suis parti 6 mois, et elle est arrivée avec des véhicules, un VAB, à Nishrab. Moi je suis parti avec ce même VAB. On s'est croisés 1h30 et on a mangé une pizza ensemble. Mais non, trop marrant. Et du coup, pendant 8 mois, sur ces 8 mois, en fait, 6 mois, j'étais pas là. 1h30, on s'est croisés à Nishrab, où on a mangé une pizza ensemble, et moi je suis parti avec le VAB qui a été venu. Et après, pendant 2 mois, je l'ai pas vu. Et après, on s'est fait un voyage Mexique, Miami, Bahamas. C'est vrai. Ouais. On avait économisé de l'argent et du coup, à aller de l'autre côté, on avait fait Mexique, Miami, Bahamas, vu qu'on plongeait. Ah oui, gros kiff. Et là. voilà, gros kiff. En même temps, 8 et mois du coup, pendant 8 mois, tu ne te vois pas parce que l'autre est militaire. Et 8 mois, c'est une relation. C'est compliqué. Et surtout, tu as ce côté qui est compliqué, comme j'ai dit, celui qui est en France, c'est compliqué pour lui, mais aussi il s'habitue à y vivre. Donc, il s'habitue à vivre sans toi. Oui, c'est ça. Donc, quand tu reviens, refaire des négociations, essayer de faire des choses, mais j'étais bien tout seul, tu vois. Ça c'est le truc horrible, tu sais. J'étais bien tout seul. Ah merde, tu vois, chacun s'y habitue, mais autant d'un côté que... Oui, bien sûr, t'es chez toi tranquille, tu regardes ton film comme tu veux, puis d'un coup, il y a quelqu'un... Et encore, il doit y avoir un peu plus compliqué où je connais beaucoup de femmes militaires qui sont avec des militaires, mais il y a des femmes militaires qui sont avec des civils, des hommes civils, et je pense que ça peut être plus compliqué. Même ah oui, d'accord. Sur ton deuxième Afghanistan, tu as une mission de 10 jours, c'est ça? C'est le truc le plus notable, en gros, qui t'est arrivé. 10 jours en Afghanistan, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le truc le plus fatigant que tu as fait de ta vie? En fait, ce qu'il y a, c'est que, comme j'ai dit, on est toujours H24 et 7 jours sur 7. Mais on est plusieurs et on fait des rotations et il y a un poste. Sauf que là, ça s'est passé... C'était le 29 décembre, c'est l'anniversaire de ma sœur. Et en fin de compte, il s'est passé quelque chose de particulier. Et du coup, d'habitude, on avait une partie fixe et une partie mobile. Et chaque fois, on faisait soit l'un, soit l'autre. Et là, par rapport à l'événement qui est arrivé, on a dû armer les 2 postes alors qu'on était 3 personnels. Et donc, du coup, à 3 personnels pour 2 postes H24-7-7, c'était assez énorme. On faisait 4 heures sur un poste, 4 heures sur l'autre poste, 4 heures de repos. 4 heures sur un poste. Et ce qui veut dire que dans tes 4 heures de repos, c'est pas vraiment 4 heures de repos parce que quand l'autre arrive, tu lui donnes des consignes, tu lui donnes des infos et après tu bascules de l'autre côté. C'est très rapide, laver, tout. C'est très basique. Te mettre en pyjama. T'as les lingettes. Les lingettes, c'est vraiment très très pratique. Non, t'as pas de pyjama, t'es toujours pareil. T'es vraiment à l'arrache. Et du coup, pendant 10 jours là. Ton doudou, tu vas chercher ton doudou à la base, tu reviens au lit. Pendant 10 jours, c'est non-stop. Ouais. Putain, et c'est-à-dire, tu dors en fait par tranche de peut-être 3 heures, même pas. Ouais. Tu dors 2 fois 3 heures par jour. Tu dors même pas entre le bruit, entre l'action, entre le rythme et tout. Je pense que tu dors à peu près 2 heures. Hein. Tu dors à peu près. Mais après, c'est vraiment ça. C'est comme je dis, la phrase être et durer, c'est le moindre truc que tu te reposes, faut en profiter, même si tu n'arrives pas à dormir, parce que mieux tu auras réussi ton repos, plus tu pourras être performant dans ta mission après. Les renforts arrivent quand même? Tu dis que vous n'étiez pas assez à ce moment-là? Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'actions partout dans le pays. C'est pour ça que là, on arme tout ça. Et moi, je demande renfort. Hein. On peut pas... Au bout de moment, ça va être trop dur. Et donc, du coup, on m'envoie un personnel. Tu tiens combien de temps, comme ça, à 3? 10 jours. Putain, c'est long, 10 déjà. Jours. C'est long. Surtout que quand tu le commences, comme j'ai dit, tu le commences, tu sais pas quand tu vas le finir. Ah, c'est ça. Tu sais pas du tout. Il y a pas de fin. Il y a pas... Voilà, dans 2 jours, ça va être fini, dans 10 jours. Et donc, il t'envoie un gars? On m'envoie un mec, parce que nous, on est très limité. La guerre électronique, le renseignement, comme ça, on est en auto-relève. C'est pas un régiment qui nous remplace. On se remplace entre nous, tout le temps. C'est vraiment... Donc, on m'envoie un personnel, je lui explique, il se met là-dedans. Donc, nous, ça nous fait gagner grave du temps. Tu passes de 3 à 4, ça nous fait vraiment gagner du temps. Et nous, on est... bien. Tu te dis, waouh, t'es à l'aise parce qu'en fait, tu peux dormir 2 heures. Tu te rajoutes 1 heure là, tu te trouves vraiment bien, tu vois. Et en fait, au bout, tu respires, tu reprends de l'air. Ouais, c'est vraiment beaucoup plus facile par rapport à ce que tu as vécu. Et au bout de 2 jours, ce personnel, il vient me voir, il me dit, parce que c'est moi le chef, il vient me voir, il me dit, mais c'est trop dur. Waouh, mais c'est vraiment ça, tu sais, le rire quand même. Je suis là, enfin, je suis entre étonné, en train de me dire stupéfait, et je vais voir après, j'ai mes 2 autres qui étaient avec moi depuis le début des jours, je dis, ils sont là,
Mais tu sais pas, c'est ce qu'on a fait depuis 10 jours. Mais au bout du compte, on comprend. C'était dur pour lui, c'est normal. Il était sur autre chose. C'était du travail quand même et tout, mais c'était tellement intense. Et nous, on était passés de l'autre côté que d'un côté, nous, ça nous simplifiait, ça paraissait plus simple. Pour lui, ça devenait plus dur. Donc c'était vraiment ça la différence. Ouais, lui, il monte dans les tours et vous vous baissez. C'est ça. Vous comprenez pas quoi sur ce truc-là. Et donc, tu fais cette mission de 10 jours très longue. Après, tu vas rentrer, en gros. On va la faire courte pour ce deuxième Afghanistan. Tu le vis mieux que le premier? T'es habitué? Il y a... Ouais, déjà, il y a le sas de décompression, comme j'ai dit, où on te fait revenir tranquillement là-dessus. Même 6 mois, c'est particulier là-dessus aussi, où en fait, c'est quand il y a sur le sas de décompression, il y a le volcan en Islande qui fait les nuages et tout, et du coup, on n'a pas pu atterrir en France. Donc, on a été reprolongé et tout, donc là-dessus, pas top. Voilà. Plutôt que d'atterrir à Paris, on a atterri à Istres. Mais bon, voilà. Et après, quand on rentre, j'ai quand même eu beaucoup plus d'expérience, je suis plus âgé, j'ai plus l'habitude, donc je suis quand même plus tranquille. Mais tu as toujours ce côté quand même tension, tu es obligé de l'avoir, en plus de tes hommes, ce qu'ils ont pu vivre et tout. Tu deviens papa juste avant la 3e fois où tu vas partir en Afghanistan, ta dernière OPEX là-bas. Tu pars là-bas quand ton fils a 4 mois. Et tu reviens quand il en a 11. T'arrives à avoir des photos, à recevoir des informations de sa part, des vidéos. Comment tu gardes le lien et comment tu le vois grandir pour la première fois? Ben, là, du coup, heureusement, il y a plus de moyens de communication. Et donc, du coup, on peut se voir à l'époque avec, comment c'était, MSN. Ouais. Et donc, du coup, je peux des fois voir avec la cam, je peux voir des fois des photos. Des fois, il m'envoie des photos. Donc, c'est vraiment ça. Parce que ce 3e Afghanistan, c'était particulier. Moi, je voulais pas y aller au début même. C'est vrai? Ouais, franchement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai été parmi les premiers à être allé 2 fois en Afghanistan. Quasiment personne n'était allé 3 fois. J'ai perdu pas mal de copains qui sont morts en Afghanistan, d'autres qui ont été blessés. Et donc, du coup, à force de jouer, au bout d'un moment, tu vas perdre. Tu te dis, c'est la fois de trop, en gros. Donc, pour moi, je pensais que ça allait sûrement être la fois de trop. J'avais déjà fait plus d'1 an en Afghanistan, au total, tout cumulé. Là, ça allait faire 6 mois de plus. Mon fils, il venait de naître, donc tout ça, c'était compliqué. Et même, par exemple, pour l'armée, on peut prendre une assurance militaire. Non, on en prend une. Ben, moi, j'avais pris les 2 assurances et les 2 à fond. Je payais 350 € par mois. C'est vrai? Ouais, 350 € par mois. T'avais peur qu'il t'arrive quelque chose? Pour moi, en fait, je m'étais dit, je paye 350 € par mois pendant 6 mois. Si jamais je perds de l'argent, c'est pas grave. Ça voudra dire que je serai rentré entier. Le but pour moi, c'était ça. C'était vraiment, je dépense de l'argent. Si jamais cet argent aura été utile, c'est malheureusement qu'il me sera arrivé quelque chose. Bien sûr. Si jamais c'est de l'argent qui n'aura pas été utile, c'est que je suis entier. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle dans les 2 cas. Ça te permet de donner une pension à ta femme si jamais tu Pour ma femme, pour mon fils, pour tout. Et comme j'ai dit, je ne le sentais pas. Il y a des fois des choses qui arrivent et tu te dis, ah, je m'en doutais. Ben, moi, là, à ce moment-là, moi, sur ce 3e Afghanistan, je pensais que j'allais mourir. Pourquoi tu pars? Parce que c'est mon chef du BOI qui va être mon futur chef de corps qui me demande d'y aller. Parce qu'après, c'est ça aussi. Quand tu as un nom et que ça se passe bien, ben souvent, tu reprends la même personne. Ils ont confiance en toi. Ils ont confiance en toi, ça s'est bien passé, tu as fait des choses différentes, donc on reprend ton nom. Et puis, tu es à l'armée pour ça aussi. Je suis à l'armée aussi pour ça, mais tu as plein de pays différents, tu as des pays plus sympas que d'autres, plus tranquilles que d'autres, quand même. Franchement, sur le taux de danger, je suis dans le haut level, on va dire. Parce que, je vais faire une petite aparté, mais tu dis que tu as perdu des copains là-bas. Tu en perds beaucoup? Enfin, J'en ai perdu, ouais. J'ai Strong, Jonathan Lefort, qui était avec moi lors du premier Afghanistan. On était ensemble à Spinboldak. Et qui, j'étais chez mes beaux-parents et j'apprends comme quoi il est mort. Il est mort en Afghanistan lors d'une mission H435. Et là, ça me pique. Là, ça fait très mal. Ouais, je suis bien touché. C'était un des personnes du COS avec qui je m'entendais le mieux. On était vraiment bien sympathisés, potes. Et je fais aïe. Et en plus, même là-dessus, je me pose des questions aussi. Est-ce que si j'avais été là, j'aurais pu aider? Ah oui. Tu vois? Et c'est ça, c'est ce raisonnement-là, l'un des raisonnements principaux, qui va me faire aller à ce 3e et qui va me faire y aller. Parce que quand il me demande, mon chef,
faut savoir, il y en a certains, ils refusent d'y aller. Okay. Et donc, il y a beaucoup moins de monde qui veut y aller à force. Voilà. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Ils savent que c'est dangereux et voilà. C'est vraiment très compliqué. Et surtout qu'on est des cibles faciles. C'est pour ça que voilà, c'est compliqué tout ça. Et je me dis, si j'y vais pas et qu'il se passe quelque chose, je vais m'en vouloir. Donc du coup, je décide d'y aller. C'est quoi ta plus grosse mission, rapidement, là-bas, que tu vis dans cette 3e mission? Est-ce que tu as une mission particulière dans ta 3e OPEX? C'est une mission particulière où en fait, il y a le renseignement, il y a nous, il y a du ROHUM, et donc c'est du renseignement humain, et du ROHIM. Donc très souvent, il y a beaucoup de missions où il y a ça, où c'est tout ce qui est imagerie et drone. D'accord. Et en fait, il y a des missions qu'on fait avec notre régiment de guerre électronique, avec nos stations, et des fois, il y a des personnes du COS qui viennent pour juste 2 semaines, et ils font des petites missions à très petits effectifs, et ils ont besoin d'une personne de la guerre électronique par rapport à notre passif. On connaît ce qu'on fait, et on peut être utile avec eux. Et en fait, ce qui se passe sur une des missions que j'ai fait en Afghanistan, on avance, on est en pédestre, donc on est en train de marcher, puis au bout d'un moment, on entend du bruit. Vous êtes habillé en militaire ou Oui, on est en militaire, on est de nuit. Militaire, oui. On est de nuit en militaire, on entend du bruit, on se cache, mais en fait, il y a les murs en Afghanistan, c'est un truc de basique, c'est à terre. Hein. Et donc, on s'arrête, et en fin de compte, on entend passer de l'autre côté. Et nous, le but de notre mission, c'est pas intercepter ces personnes-là. On a une mission à faire. Donc l'objectif, c'est faire la mission. C'est pas d'aller chercher d'autres personnes, parce qu'en allant chercher d'autres personnes, même si c'est des talibans, ça peut faire du bruit, et du coup, ta mission ne pourra pas être réussie. Donc nous, on continue. Et ce qui a été étonnant après, c'est que après la mission, quand on est rentré, j'ai pu voir une image du drone. Et en fin de compte, tu voyais le mur, tu nous voyais nous, et en fait, c'était des talibans qui étaient de l'autre côté du mur et qui étaient en train de marcher. Oh là là. Et si vous les aviez croisés, ça aurait change de... Ah, ça part en combat. En fait, ça dépend de la situation. Le problème qu'il y a là-dessus, souvent, il faut un ordre de force, des fois de 2 fois 3, pour pouvoir répondre, en fait. Et le problème qu'il y a, c'est que là, si tu fais une action à ce moment-là, tu ne sais pas ce qu'il y a autour. On est vraiment chez eux, donc c'est pas parce qu'il y a 3 personnes là qu'il n'y en a pas 10 après derrière ou quoi. Bah oui. Et comme je t'ai dit, tu as vraiment la mission à réussir. Ton filleul militaire est blessé là-bas. Vous avez des filleuls militaires, ça je ne savais pas. T'es parrain en fait d'un jeune. C'est ça. Ouais. En gros, qui arrive et tu le parraines, tu le suis tout au long de sa carrière. En gros, c'est ça. Tous les militaires ont ça. Pas tous, mais une grosse partie font ça. Nous, dans le renseignement et dans la guerre électronique, on faisait ça parce que lui, quand il arrive, il est jeune sergent. Moi, je suis chef, j'ai quelques anciennetés et on peut se parler. Quand on a un filleul comme ça, on se parle, on se dit vraiment les choses. Lui, il peut se confier à moi, pas comme un chef, mais comme un ami, pour avoir des conseils, pour apprendre de l'expérience, pour avoir des informations. Et là, lors de cet Afghanistan-là, malheureusement, ils se sont fait tirer dessus. Donc, ils étaient en VAB et ils se sont fait tirer dessus. Et donc, il y a lui et d'autres personnels de notre régiment qui ont été blessés. D'autres, certains à la jambe, au cou, au visage. Et c'est pas blindé? C'est blindé, mais après, c'était quand ils avaient une partie dehors. Et c'est une roquette qui est venue c'est une taper. Roquette. Ah oui, c'est pas tiré dessus. Okay. Et donc, du coup, certains, ils ont des éclats qu'ils ont pu se faire sortir plus tard. D'autres, ils ont encore des éclats qui resteront à vie dans eux. Vrai En plus d'une problématique qu'on a, c'est tous les stress post-traumatiques que peuvent avoir les gens. Même au niveau sonore, j'imagine, après cette... Niveau sonore, on a eu, lors du premier Afghanistan, j'ai eu le VLRA qui était devant, le véhicule de devant, qui a pété. Et donc, du coup, là, le conducteur, qui était un de chez nous de Guerre-Élec, il a eu un énorme trauma sonore. Donc, il était avec un sac à perfusion après pour récupérer et tout. Donc, suite à ça, on a eu après il y a eu une amélioration des babs sur mesure. Donc, des bouchons anti-bruit sur mesure qui permettaient de parler entre nous, de pouvoir écouter, mais que s'il y a un choc, ça... Comme les casques électroniques de tir. Voilà. Et c'est le 20 janvier 2012, c'est un des moments les plus difficiles pour toi que tu vas vivre à l'armée. Tu as un ami, l'adjudant-chef Wilm, qui est tué là-bas. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y en a certains, on se retrouve. On est plusieurs. Certains, comme j'ai dit, c'est les mêmes noms qui ressortent. Et tu as certaines spécialités qui sont particulières. Et donc, tu es limité. Et donc, tu te retrouves. Et l'adjudant-chef Wilm, c'était un copain que j'avais connu lors du 2e Afghanistan.
eux, ils avaient Canal+, et j'allais voir les matchs du Stade Toulousain là-bas. Donc, en Afghanistan? Ouais, en Afghanistan. Incroyable. Et donc, du coup, j'allais voir les matchs chez eux, à leur popote, et moi, je prenais du plaisir là-dessus. Donc, on avait bien sympathisé et tout. Et lors de ce 3e Afghanistan, moi, je suis au niveau de Tora, lui, il est au niveau de Gouane, et c'est un site encore plus petit que nous. Et donc, des fois, on se rencontre, on se parle, et il y a un moment, il vient récupérer du courrier chez nous. Et du coup, je le fais venir à Popote, je le présente aux jeunes de chez nous. On parle de ce qu'on a vécu avant et tout. Et en fait, une semaine après, quand il est à Gouane, lors d'un footing, il se fait tirer dans le dos par quelqu'un de l'ANA. C'était un taliban qui s'était infiltré. Oh là là. Et, un militaire de la base, en fait, ouais. De l'armée afghane. Quelqu'un de l'armée nationale afghane, mais c'était un taliban qui s'était infiltré. Il leur a tiré dans le dos. Putain. Et donc, il est mort comme ça. Pendant le temps de repos, quoi. Ouais, c'était leur temps de repos. Ils faisaient un footing dans leur base. Et en fait, ils se sont fait tirer dans le dos. C'est-à-dire qu'il faut se méfier de tout le monde, quand même. Tu peux avoir confiance en rien et en personne, mais en même temps, tu es obligé de faire confiance pour avancer des choses. Faut surtout pas faire des généralités. Quand c'est arrivé, tu as une envie de vengeance. En plus, c'est ça qui est très difficile. Tu te dis, ils abusent. Mais il ne faut pas faire une généralité, parce que dans l'armée nationale afghane, il y avait des ripoux, il y avait des mecs pourris, il y avait des infiltrés. Mais il y en a certains, ils ont défendu leur pays, ou ils ont essayé. Il y a eu beaucoup de morts de l'armée nationale afghane. C'est des mecs qui voulaient défendre leur pays. Ouais, ils n'ont pas réussi. Il a été tué, le taliban? Il a été, c'est particulier, on va dire. Moi, de échos officiels que j'ai eus, il a été arrêté et après amené à des Américains. D'accord. Et il a été, donc ton ami a été tué avec 3 autres soldats, c'est ça? Il a réussi à tuer 3 personnes. Et d'où, pour revenir là-dessus, que j'ai voulu aller à ce 3e Afghanistan, comme Strong, quand je l'ai perdu, est-ce que j'aurais pu? Là, j'y étais. Mais non, nous, côté renseignement, on n'avait pas eu cette info-là. C'est ça qui est particulier. Là, il arrive ça, on n'a pas eu de renseignement là-dessus, du coup, on n'a rien pu faire. Toi, tu étais sur base à ce moment-là? Moi, j'étais sur la base de Tora, ouais, donc j'étais en Afghanistan, je l'avais vu une semaine avant. Donc nous, on n'avait pas de renseignement pour... Et c'est pareil, c'est ça qui est un peu hallucinant, c'est que en France, on va se dire, certains vont dire, on est bien. Et on m'a demandé, quand on a quitté l'Afghanistan, du coup, tu y allais pour rien. La question très difficile, mais du coup, tu y allais pour rien. Tu as risqué ta vie. Pour moi, mon avis à moi personnellement, non. J'y suis pas allé pour rien. J'y suis allé là-bas pour plusieurs raisons. Donc déjà, il y avait des choses qui se faisaient. Il y avait des femmes qui étaient accrochées à un poteau de foot sur le stade de Kaboul et qui se faisaient tuer, avec du monde qui applaudit dans les tribunes. Ça, je trouve pas ça normal. Donc ça a été arrêté. Il y avait des camps d'entraînement. Ces camps d'entraînement, ils ont été démantelés. Il y a des chefs qui ont été... qu'on s'est occupé d'eux pour éviter qu'il y ait des opérations. Et surtout, on sait ce qui se passe, mais on ne sait pas ce qui est évité. Il y a beaucoup de choses. C'était plus facile pour eux de nous tirer sur nous, là-bas en Afghanistan, qu'en France. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjouées en France. Quand en France, il y a un attentat, on le sait quand il arrive. Mais tous les attentats qui ont été déjoués, on ne le sait pas. On le sait pas. Ouais. Il y en a plein qui... Tout n'est pas noir et blanc. On n'est pas chez les bisounours. Et certains, par envie, par motivation... financière, religion ou quoi que ce soit, ils veulent faire du mal à la France ou à certains peuples et certaines choses à l'arrache. Et nous, on va réussir à éviter certaines. Mais personne ne le saura. Voilà ça. Félicitations pour ça. C'est vrai que ton unité était respectée. Tu sentais qu'il y avait du respect pour la guerre électronique. Les gens ont compris l'intérêt, même les autres militaires. En fait, on était tellement secrets qu'on n'était pas connus. Ah oui, d'accord. Mais par contre, ceux qui ont travaillé avec nous, et ceux qui ont vécu notre expérience et qu'on a pu leur apporter des choses, après, différemment. Justement, avec les forces spéciales, par exemple, sur les premiers Afghanistan, au tout début, tu avais un peu des questions, ils se posaient la question, bon, on les prend avec nous ou pas? Si on les prend avec nous, ça va nous faire chier ou quoi? Alors que sur la fin du RS6, toutes les unités, que ce soit forces spéciales, marine, armée de terre ou armée de l'air, voulaient qu'il y ait un élément de guerre électronique avec eux. Ah oui, il y a une mission... Ils ont retardé la mission pour qu'on ait le temps de rentrer et repartir avec une autre. Ah wow, ok, ouais, ça a pris de la valeur. Parce que, à partir du moment où tu peux sauver la vie et que tu arrives à faire quelque chose qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire, c'est vraiment ça. Et en plus, tu expliquais, tu as fait 3 OPEX sur plusieurs années. Finalement, en fait, la technologie évoluait d'OPEX en OPEX. Carrément, moi j'étais en Afghanistan du coup en 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012. Ah ouais, donc tu imagines entre la différence de technologie. Ouais, c'est pas la même chose. Tu quittes l'armée en 2018, 6 ans plus tard, et après 17 ans.
Pourquoi tu quittes, pour terminer? Donc je quitte l'armée parce que ma femme, qui est militaire, est mutée pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Moi, je demande si je peux pas avoir une place là-bas, avec ma spécialité. Et on me dit que non. Du coup, je demande si je peux pas avoir un congé sans solde, parce que des fois, c'est à cause des rotations des années. Et dire, par exemple, sinon, au bout d'1 an, vu qu'on y allait pour 2 ou 3 ans, si au bout d'1 an, après, je bascule. Et on me dit que non. Et après, je réfléchis et je me dis, voilà, tu as fait quand même 17 ans, tu t'es bien donné. Par rapport à tout ce que j'ai fait, j'étais au maximum pour la retraite, par rapport à tout ce que j'ai fait. Et du coup, c'était le bon moment pour que je parte. J'ai fait mes 17 ans d'armée. Je suis largement content de ce que j'ai fait. On m'avait vendu au tout début du 13e RDP alors que c'était de la guerre électronique, mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai pu vivre. Je ne rechangerai rien là-dessus. Mais au bout d'un moment, c'était plus fait pour moi. Et donc, il fallait cette rotation. Ouais. Je connais du monde qui est rentré 5 ans dans l'armée et qui ont quitté. Ils ne regrettent pas leurs 5 ans. Ils ne veulent pas faire plus. Et tout le monde a été gagnant vraiment là-dessus. Tu pars avec une retraite. Après, tu as une retraite... une pension, oui. Une pension, pardon, qui permet de pouvoir... Puis après, te trouver un autre métier. Tu continues de la toucher. Tu m'as demandé de parler d'un sujet qui te tient à cœur rapidement. À la fin, tu m'as dit, est-ce qu'on pourra parler du don du sang? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire dessus? Donc, par rapport au don du sang, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes 17 ans d'armée, j'étais plus souvent à l'étranger qu'en France. Donc, du coup, par rapport à ça, quand tu vas pour faire un don du sang, souvent, tu peux pas. Par rapport à ça et par rapport à des médicaments, des fois, qu'on prend quand on va à l'étranger. Donc, je pouvais pas donner le sang, alors que c'était peut-être possible que j'en ai besoin un jour. Surtout que je fais beaucoup de sport d'adrénaline. Donc, je fais du base jump, je fais de la moto, du rugby. J'ai eu plus de 5 points de suture, j'ai pas mal ramassé sur mon corps, donc ça aurait pu. Et donc du coup, dès que j'ai pu donner le sang, je me suis mis à faire du don du sang. Je me suis mis à aider pour faire de l'accueil aussi. Je me suis mis à donner du plasma. Et sauf que je donnais toutes les 2 semaines et au bout d'un moment, mon fer est descendu trop bas. Donc pendant une période là, je ne peux plus donner. Ah oui? Voilà, parce que j'ai trop donné par rapport à mon alimentation. Tu donnes trop après? Non, alors souvent, pour la plupart, c'est bon. Mais moi, j'ai une alimentation un peu particulière, je suis spéciale. Et donc, du coup, je prends pas assez de fer. C'est quoi ton alimentation un peu particulière? Non, je mange en fait, je mange que des pâtes quasiment. Je suis très connu pour ça et tout. Même quand j'étais en Afghanistan, il y en avait beaucoup. Il y avait les rations américaines et françaises. Et moi, des fois, je me faisais des pâtes chinoises. Mais ah oui, ok, pâtes... Pâtes tout le temps, simple, basique. Le truc simple. Mais des pâtes à l'eau aussi, tu te Des fais? pâtes à l'eau, ouais, basique, rien. Mais avec rien d'autre? Rien d'autre. Mais non. Si, mais je suis très particulier côté. Voilà. Et après, mais tu mets pas du jambon, du fromage? Même pas, simple, basique. Parce que ça me va très bien. Pour moi, même si j'avais un cachet, je mange et j'ai fini de manger, ça me va. C'est vrai? Oui, je suis très spécial. Ah putain, tu coûtes pas cher en... Non, je suis basique, économique. Putain, je prends des nouilles à l'eau. Putain, fort. Ok. Et donc, du coup, par rapport au don du sang, le fer est descendu. Mais à côté de ça, on peut soit donner son sang, soit donner du plasma, soit déjà, même si on ne peut pas donner, communiquer. Et donc, je suis content de pouvoir en parler à ton émission qui est vraiment très vu, très regardé et tout. Et c'était un message que je voulais passer parce que le don du sang est important. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas d'argent à dépenser. Ça prend un peu de temps. On vous donne après une collation. Voilà. C'est pas pour la collation que tu vas le faire, mais ça peut te servir. Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on... Après, je peux comprendre certains qui peuvent avoir peur, un peu des piqûres ou quoi, mais il faut parler à des gens et il faut voir. Et certains se disent... parce qu'il m'est arrivé ça, je ne vais pas pouvoir faire. Mais allez voir, vous demandez. Là, il y a des questionnaires et ils vont vous dire c'est bon ou c'est pas bon. D'accord. Bon, en tout cas, je vous mets le lien si vous voulez. Merci beaucoup. Toujours des trucs de renseignements, etc. On clique sous la vidéo. Et voilà, c'est un sujet qui est important et tu as totalement raison de le mettre sur la table. Donc voilà, on vous met le lien si vous voulez aller voir. Il y a des centres un peu partout en France. Parfois, il y a même des camions qui se mettent. Il y a des collectes qui se font. Au Stade Toulousain, il y a des collectes qui se font. Il revient toujours sur le Stade Toulousain. Il est fort. Ah, c'est sur Toulouse. Il a réussi à parler du Stade Toulousain en Afghanistan, le gars, Gérard, tout à l'heure. Sur Toulouse, on est bien. On a Big Flo Oli, on a Thibaut InShape. On est bien à Toulouse. Salut les Toulousains. Gros bisous. Pour finir, tu as fait carrière dans le jeu vidéo après. Tu pars en joueur professionnel puisque tu deviens vice-champion du monde d'un jeu vidéo. C'est lequel, tu m'as dit? De Clash of Clans. De Clash of Clans. Mais attends, ça c'est des heures et des heures, non? Donc ouais, c'est ça. En fait, quand on est en Nouvelle-Calédonie, je fais pendant 4 mois moniteur de plongée.
Et c'était très fatigant et c'est pas vraiment que du plaisir. Je partais à 5h du mat et dans des choses, c'est un peu compliqué. Et je jouais aux jeux vidéo. C'est un copain qui m'a mis toute une histoire. Et j'avais dit, je voulais pas y aller parce que quand je fais un truc, je le fais à fond. Je l'avais fait avant sur un jeu de rugby. Et du coup, j'avais été parmi les premiers. Et le développeur avait dû changer des règles du jeu à cause de moi, carrément. Et le gars, quand il est déter... Quand je tryhard, ça fait trop ça. Donc du coup, il m'avait même fait bêta-testeur de leur deuxième jeu. Et donc là, le copain, il me dit, tu devrais ça. Je dis non, parce que sinon, je vais trop faire à fond. Je dis, bon, allez, je l'installe et je désinstalle après, sauf que je n'ai pas désinstallé. J'ai été joueur, j'ai eu un très bon niveau, j'ai été organisateur et après, je suis devenu manager, donc pour gérer une équipe. Et on a été pro pendant 3 ans. On a été vice-champion du monde sur Clash of Clans et on a gagné 154 000 $. Ah, putain, et bien ça joué. fait plus de 3 millions de vues. Face à qui? Donc face à une équipe chinoise, Nova, où il y avait 4 joueurs chinois et un joueur espagnol. Ouais. Et en fait, on était les favoris sur pas mal de choses et on perd sur juste un élément. Félicitations. 150 000 $. Et attends, du coup, ça fait une belle retraite. Ah, vous êtes 4. En fait, il y a 5 joueurs. Il y a moi et il y a la structure. Il y a déjà... Attends, ça fait 30 000 balles par tête, donc, cool. En fait, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ah. Donc, déjà, il y a des deals qu'on a entre nous, les joueurs et tout. Il y a une toute petite partie à moi, une petite partie à la structure, une très grosse partie aux joueurs. Il y a aussi, c'est en dollars et c'est pas en euros. Ah, et il y a aussi 20% d'impôts dessus. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc, tu as gagné 200 € en tout cas en étant vice-champion du monde. Bon, t'as pas fait ça pour ça. Mais c'était des émotions. Non, j'ai pas. Comme j'ai dit, j'aurais préféré qu'on soit champion du monde et gagner 100 000 $ qu'être vice-champion et gagner ce qu'on a gagné. C'était où? C'était donc en Allemagne, là. Ah, avant, on avait fait des qualifications qu'on avait gagnées à Katowice. Et après, c'était en Allemagne. Maintenant, tu as 3 enfants. Tu disais, tu es toujours avec ta femme? Oui. Elle est toujours militaire? Donc non, elle est plus militaire. Maintenant, elle a fait autre chose. Donc, elle est AESH. Elle aide les enfants en difficulté dans les collèges. Très bien, voilà. Bravo. Si. Et toi, tu fais quoi pour terminer aujourd'hui? Donc, moi, maintenant, je suis en freelance et bénévole. Une partie dans le MMA et une autre partie au niveau du Stade Toulousain. Et aussi, je le reclasse. Désolé. C'est le mot le plus prononcé. Mettez votre équipe de foot ou de rugby en fonction de ce que vous aimez préférer, si vous voulez, en commentaire. Ça va faire pire peut-être, mais ça va expliquer le pourquoi. Mes enfants, ils font le sport qu'ils veulent. Mais mon fils s'est mis au rugby. Il joue au Stade Toulousain. Mes filles, depuis avril l'année dernière, elles font ce qu'elles veulent. Et en fait, avant, il y en avait une, elle faisait danse aérobique pendant 2 ans. Une autre, elle a fait boxe française et athlétisme. Et maintenant, ils se sont mis au rugby. Du coup, je suis au rugby, je suis au Stade Toulousain le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc, c'est sûr que ma vie, il joue énormément. Évidemment. Voilà, là-dessus. Bon, je ne te pose pas de questions sur le MMA et tout. Je sais que tu veux rester discret sur tous ces points-là. Mais en tout cas, tu as l'air bien occupé. Et vétéran de France aussi. Et vétéran de France, grosse dédicace, Louis Saillant, qui est déjà venu, ancien commando marine qu'on embrasse fort, qui est venu et qui gère cette association du main de maître. Et je vous mets un lien aussi dessous, en cliquable, si vous voulez les aider. Ils aident, comme leur nom l'indique, les vétérans de France. C'est hyper important. Il y a plein de gens qui sont blessés, même psychologiquement, et qui ont besoin d'aide. Et ils organisent plein de trucs super. Et ce mec-là est génial aussi, Louis. On l'embrasse fort. Merci. Merci beaucoup. Merci à lui, merci à toi. Quelle est la meilleure équipe de rugby en France? Le Stade Toulousain. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi tu as demandé en France. C'est dans le monde. Ah oui, pardon, dans le monde. Voilà, merci. Merci à toi. Merci 1000 fois, c'était un plaisir, merci Trog, d'être venu nous voir. Merci Trog beaucoup. 31 ou Trog, comme voilà. tu veux. Je sais que tu as 2 manières d'être appelé. Merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux, les gars, à être avec nous. C'est assez incroyable. Vous êtes vraiment en masse arrivés depuis quelques mois là, et on est trop contents que vous soyez de plus en plus nombreux. Merci 1000 fois. Continuez de vous abonner. Mettez des commentaires, mettez votre équipe de rugby ou de foot préférée si vous préférez. Chacun le sport qu'il veut. Exactement. En commentaire, juste on va regarder un peu d'où sont les plus gros fans en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider l'algo et la petite cloche pour être au courant des nouvelles interviews. On en fait une tous les mercredis, les vendredis et les dimanches. Et toujours en podcast audio. On est premier de France aujourd'hui, c'est incroyable. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Et à la prochaine émission. Ciao tout le monde.